Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Phocéen pour le dernier talk de la saison, à moins d'un talk événement, Romain Canuti qui pourrait, pourquoi pas arriver, on sait jamais, on a eu le président Hérault, on pourrait pourquoi pas avoir Rudy Garcia, mais sinon c'est le dernier talk ce soir avec les grilles. Voilà. Bonsoir, Salut. Je t'ai mis beaucoup d'infos dans ma question, comment ça va ? Ça va très bien. C'est l'essentiel. Les grilles ce soir, évidemment, on jugera les Olympiens au poste par poste. On essaiera de savoir où est-ce qu'il faut se renforcer, où est-ce qu'il faut peut-être lâcher du lest. Avec Maxence Volpe également, notre consultant tactique. Salut Maxence. Salut à tous. Toi, je vais pas te demander si ça va parce que j'ai l'impression que samedi, ça a été dur à digérer quand même. Ça a été très dur, ouais, mais bon, c'est la semaine qui a été dure à digérer. Ouais, effectivement. En face de vous, deux invités. Francis Collado, qui est déjà venu plusieurs fois nous faire plaisir et nous rendre visite cette saison. L'ancien dirigeant de Lens notamment. Oui, tout à fait. Bonsoir. Bonsoir. Toujours avec plaisir que je reviens. Et on est très intéressé d'avoir votre expertise ce soir, enfin ton expertise, on va se tutoyer évidemment, parce que voilà, on arrive dans le mercato et la gestion d'un ancien grand dirigeant de Ligue 1, ça va nous aider aussi à comprendre pourquoi pas ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas, voilà, notamment sur les cas des Olympiens. À côté de toi, un ancien Olympien justement, Kader Kraichi. Salut Kader, ça nous fait très plaisir de t'avoir avec toi. On a suivi quand même ta saison d'assez près au bureau cette année. Mais bonsoir, en tout cas c'est un plaisir également de revenir sur le plateau du Phocéen. Comment ça s'est passé avec Pau ? C'était du côté de Pau cette année, hein ? Oui, bon, on a fait une saison un peu mitigée. On a alterné un peu le chaud et le froid, mais bon, on finit avec un maintien, c'est ce qui compte à la fin. Moi, je me souviens que tu jouais milieu de terrain, tu as un peu joué plus haut, non, cette année ? Ouais, c'est ça, en national, hein, on précise que tu étais en national. Ouais, ça a été un changement, surtout à mon âge, à 29 ans. Ouais, j'ai changé de poste, entre guillemets. J'ai joué attaquant, j'ai joué milieu droit, milieu défensif. Donc, ça reste une bonne expérience. Est-ce qu'on a le droit de donner ton nouveau... Non, on va pas le donner, ton nouveau club, mais on peut dire que tu vas certainement rester en national. Oui, c'est sûr. Tu vas faire des kilomètres aussi. On va aller... Tu vas devoir prendre aussi des conseils auprès de Francis sur les conditions climatiques. Voilà, on a donné beaucoup d'indices, Romain, on va en rester là. Et on va quand même débriefer ce qui s'est passé avec ce match marseillais, mais aussi ce qui s'est passé du côté du Groupama Stadium, parce que les deux étaient liés, Maxence, et on a failli croire quand même, à un moment d'ailleurs, à la mi-temps, l'OM était sur le podium. Et c'est ça qui est frustrant. Ouais, c'est frustrant. Et puis, il y a, moi, je retiendrai surtout sur la rencontre de Lyon, parce que tu en parles, cette occasion de Balotelli à un quart d'heure de la fin, parce que Lyon était dans l'obligation de gagner. Nice aussi, mais surtout si Balotelli marque à la 75e, après, en un quart d'heure renverser le match, c'était un partout d'ailleurs, on me dit dans l'oreillette. C'était un partout, donc il menait 2-1 à un quart d'heure de la fin, ça aurait vraiment changé le cours des choses, je pense. Après, sur une saison, de toute façon, je pense qu'il ne faut pas regretter que ça. Moi, je retiens, même, tu vois, la semaine d'avant, ce déplacement, tu mènes 2-0 à Guingamp, je pense que c'est interdit de ne pas prendre les 3 points, et puis voilà, quoi. Francis, on le perd pas sur ce match, le podium, il est perdu bien avant ? Non, il est perdu bien avant. Enfin, de mon avis, quand on ne gagne pas contre les 3 premiers, un seul match du championnat, ça paraît difficile de les rattraper, quoi. Je veux dire. Et puis en plus, comme dit Max, se faire remonter 2-0 à Guingamp, donc ça paraît difficile, quoi. Je crois qu'ils sont allés au maximum de leurs possibilités cette année. Romain, il y a eu beaucoup de petits couacs, enfin c'est pas forcément des couacs d'ailleurs de faire match nul à Guingamp dans l'absolu, mais cette saison il y a eu Angers, il y en a eu plusieurs en fin de saison qui nous ont peut-être coûté... C'est un couac quand... tu es dans les dernières journées de championnat, le match final, voilà, tu dois gagner, et d'autant plus quand tu gagnes 2-0, tu dois savoir balancer en touche. Il y en a eu plusieurs, c'est ça que je voulais te demander. Oui, on peut pas parler de la confrontation contre Lyon, où tu dois être capable de prendre au moins un point, de ne pas les laisser revenir derrière toi. Tu peux parler aussi de ces matchs où on te dit beaucoup que la Coupe d'Europe t'a coûté des points en pensant à l'automne, mais au final l'automne t'a fait carton plein, donc c'est pas là qu'il faut les chercher. C'est peut-être, pourquoi pas, les matchs aussi de début de saison. Moi je me dis que si on n'a pas les tours préliminaires, tu fais peut-être pas un match nul contre Angers au mois d'août. Enfin, tu peux aller, de toute façon, des points c'est toujours pareil, hein. Tu peux aller les chercher. On a perdu beaucoup puisqu'on en a que entre guillemets partout 77, ce qui est quand même énorme. Ouais, ce qui est énorme, mais c'est ce qui veut dire aussi que derrière, enfin, tu vois que c'est surtout quand on te dit l'OM, et on n'a jamais vu un quatrième avec 77 points, on n'a surtout jamais vu un cinquième aussi faible que Rennes, je crois, dans l'histoire, parce que Rennes, ils sortent quand même d'une saison chaotique, et voilà, ils sont cinquième. Kader, est-ce que l'OM est à sa place, toi qui as regardé ça d'un œil extérieur, parce que beaucoup de gens disent finalement l'effectif de Monaco et de Lyon était supérieur, c'est pas forcément l'avis de tout le monde. Quel est ton avis à toi ? Est-ce que quand tu vois 4 OM, ça te choque ? Oui et non, parce que moi je pense que l'OM aurait pu accrocher cette 3e place.
Après, ça a été une lutte très serrée avec Lyon. Il ne faut pas oublier que l'OM aussi a eu un parcours jusqu'en finale avec la Ligue Europa. Et c'est vrai que bon, c'est regrettable, beaucoup de déceptions. Mais je pense que cette 4e place, bon, on ne va pas cracher dessus non plus, mais je pense que oui, c'est beaucoup de déceptions. Je pense que cette 3e place, on aurait pu l'avoir, surtout quand on voit que ça se joue à 1 point. On peut nourrir beaucoup de regrets. Voilà, avant de rentrer dans les grilles, je vais vous poser une question simple. Messieurs, est-ce que pour vous, l'OM a réussi sa saison? Puisqu'on est à l'heure des bilans. Tiens, qui veut y aller? Francis. Est-ce que l'OM a réussi sa saison? Moi, je suis quelqu'un qui aime gagner et donc je considère aujourd'hui qu'on a perdu. Pourquoi? Parce que être 4e, avoir la possibilité... Lyon, à un moment donné, avait 5 points de retard sur nous. Je me dis qu'on a fait une saison qui était belle en Coupe Europa, qui aurait pu être très belle en championnat. Et on a fait des faux pas au moment où il ne fallait pas les faire. D'accord. Et donc, pour moi, être 4e, jouer de nouveau la Coupe Europa et ne rien avoir au niveau de la Champions League, ça nous redescend. Mais peut-être que les objectifs de début de saison n'étaient pas ceux-là, quoi. Je veux dire... Contre-argument peut-être pour Francis? Non, bon, début de saison, je vous avais dit 4e, ça me va, à condition qu'on fasse pas 4e comme Lyon, par exemple, la saison dernière, qui a fini à 15-20 points de Nice. Moi, l'idée, c'était de jouer on a l'impression qu'on est dans la farce un petit peu là, du coup. Non. Moi, je suis pas forcément là-dessus. On le saura la saison prochaine, en fait, si le dindon de la farce. Parce que pour moi, le vrai dindon de la farce, c'est Saint-Etienne. C'est celui qui finit hors des compétitions européennes. Si l'année prochaine, tu fais un bon parcours, que ça te permet, et que tu as les dirigeants qui t'ont assuré, et ça, du coup, je les prends au mot, qui nous ont assuré qu'ils n'avaient pas programmé cette qualification en Ligue des Champions, que c'était un bonus, mais que sinon, c'était dans leur plan et qu'ils allaient pas l'air convaincu, je suis d'accord avec ce que dit Romain sur les dirigeants. Mais... Si ça recrute en fonction que ça suit le plan, le fameux OM Champions Project, que ça suit le plan, que ça se renforce, que ça bonifie l'équipe, qu'on est dans l'année prochaine dans un objectif de dire par contre cette année c'est obligation podium, pour moi cette 4e place ça sera... On sera là pour analyser tout ça avec un boulot de consolation. Le mercato été évidemment sur le fossé. Max, t'es pas d'accord forcément? Non, juste je suis pas d'accord, mais c'est pas par rapport aux dirigeants. Les dirigeants, j'ai bien envie de les croire aussi. C'est juste par rapport aux joueurs qu'on va pouvoir attirer. Parce que tu attires pas les mêmes joueurs si tu joues la Ligue des Champions que si tu joues simplement entre guillemets la Ligue Europa. Donc voilà, après c'est de ce côté-là que je pense que je suis assez déçu, quoi. Là aussi, il faudra voir par rapport au recrutement de Lyon. Est-ce qu'il y a un mec qui aura choisi Lyon plutôt que l'OM Kader, est-ce que c'est vrai ça dans le vestiaire, cette histoire de Ligue des Champions, Ligue Europa, tu penses? On demandera à Francis après également son avis, évidemment, lui qui a connu. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que ce qu'on retiendra, c'est que Marseille est allé en finale de la Ligue de la Ligue Europa. Donc ça, c'est un message fort envoyé à l'Europe. Moi, je pense que c'est une belle saison parce qu'on revient de très loin. La saison, à un moment donné, on pensait qu'on allait jouer presque le maintien. On a eu un début de saison assez poussif. Monaco et Rennes notamment. Voilà, et je pense que ça sera bonifié à partir du moment où on reste dans cet élan pour la saison prochaine. Voilà, je pense que y a eu du travail de fait, l'équipe est montée en puissance. Le regret, forcément, c'est ce point-là par rapport à Lyon, mais je pense que ça reste une belle saison avec Marseille en finale de la Ligue Europa. C'est quand même beau. Je me tourne vers Francis, Romain, je te redonne la parole. Juste l'élan, on le verra aussi sur les supporters, tout simplement. C'est-à-dire que si la campagne d'abonnement affiche complet, à ce moment-là, on pourra se dire oui, l'élan, il continue à ce niveau-là aussi, tout le monde les suit. Francis, c'est vrai cette histoire juste des joueurs qui ne vont pas dans un club parce qu'il n'y a pas la Ligue des Champions, mais il y a la Ligue Europa, où c'est une légende. Non, c'est pas une légende, mais ça ne concerne que très peu de joueurs, des top joueurs des top joueurs qui pour eux, c'est la Champions League qui peut les mettre en vitrine, quoi. Mais je pense aussi que Marseille a d'autres attraits. C'est quand même un club aujourd'hui, qui a fait quand même une saison qui est honorable, mais qui attire beaucoup Marseille, quoi. Donc après, les joueurs, ils ont tous aussi, ils ont ça en tête, puis ils ont le problème de la rémunération, donc il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte pour faire leur choix. Oui, parce que tu parles de ça, mais Marseille qui arrive en finale de Ligue Europa, on en a plus parlé que Monaco qui est arrivé en demi-finale de Ligue des Champions la saison dernière. Donc quelque part, cette fameuse vitrine-là, t'es à Marseille, on en parle beaucoup plus aussi, tu vois. Un mec comme Zambo, on en a beaucoup plus parlé cette saison qu'un milieu de terrain dans la rotation monégasque l'an dernier, tu vois. Moutinho, par exemple. Non, Moutinho, c'est pas le cas comparable, mais voilà, je veux te dire, après, t'as la performance individuelle aussi qui prime, donc je vais pas te comparer à André-Franck Zambo-Anguissa, à Tchémo et Bakayoko, par exemple, qui lui était plus installé en tant que titulaire, mais qui était aussi champion de France. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on en parle tellement à la Ligue Europa, tellement de journalistes en Europe là, qui connaissent le nom de Zambo, beaucoup plus peut-être que ceux de Bakayoko à l'époque.
Max, le mot de la fin sur cette saison. Est-ce que dans 10 ans, tu t'en rappelleras plus que de la saison de Bielsa, par exemple? Ce qui est certain, c'est que émotionnellement... Réponds à ma question quand même. Oui, non, mais je te réponds par rapport à l'émotion qu'on a pu vivre. Donc c'est clair que moi j'étais au match à Leipzig, j'étais au match contre Salzbourg. C'est vrai que ces émotions-là, on ne pourra pas nous les enlever, quoi. Donc c'est clair que oui, on s'en souviendra. Mais après, voilà, la frustration quand même, pour moi aujourd'hui, elle prédomine avec cette semaine où en quelque sorte on a tout perdu. Germain a bien résumé quand il disait on a fait une belle saison. Ok, c'est une belle saison, mais elle aurait pu être formidable, quoi. C'est la plus belle saison, messieurs, depuis le titre de champion de France ou pas? Je pose la question. Je fais appel à vos mémoires. Ce qui est comparable au final, c'est la saison avec Bob où tu finis second. Oui, ou la campagne avec Deschamps où on va jusqu'en quart de finale en Coupe des clubs champions. Enfin, où vous la situez la différence, oui, bon, celle-là, le problème, c'est qu'il y avait des conflits. Oui, et puis le championnat n'était pas fou non plus. Je pense que la différence, vraiment, ça s'inscrit dans le temps. J'ai sorti cet exemple. Et la saison de Bielsa aussi. Sur internet, c'est que tu as la différence. Lille avec Garcia a fini. Alors c'est une autre époque, il n'y avait pas encore le Qatar au PSG, tout ça. Mais Lille finit 4e avec Garcia. Et tu vas en parler aux Lillois. Alors qu'ils perdent, ils étaient sur le podium, ils tombent du podium à la dernière journée. Et tu vas leur en parler. C'est une excellente année pour eux. Parce qu'ils la mettent en perspective avec l'année suivante où Lille fait le doublé. C'est en 2010. L'année suivante, ils font le doublé Coupe Championnat. Si l'année prochaine on fait mieux, ça sera un bon souvenir parce qu'on se dira c'est l'acte fondateur, le début du cycle, machin. Si c'est comme Bielsa, tu fais 4e mais du coup tu n'es pas en Ligue des Champions, tu n'as pas l'argent, il faut vendre des joueurs, l'entraîneur se casse, oui non là c'est pas pareil. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? C'est l'heure des grilles. Oh là là. Les grilles de cette intersaison, je vous donne le principe. On a doublé tous les postes, enfin l'OM a doublé tous les postes avec 2 gardiens par exemple, un titulaire, un remplaçant, et tous les postes on aura ça, un titulaire, un remplaçant. Votre rôle à tous les 4 c'est de me dire qui on garde, qui on laisse éventuellement partir, qui on force à partir, qui on amène à la gare, à l'aéroport, etc. Est-ce que c'est des postes où vous voulez recruter? Est-ce que vous voulez recruter des titulaires, des remplaçants? Voilà l'axe de tous les débats qu'on va avoir dans On a cette saison, parties. On se projette sur la suivante. Évidemment, on va faire le focus sur ce qui s'est passé cette saison. C'est pour ça, par exemple, plus tard, je vous l'annonce, que vous aurez Boubacar Kamara au milieu de terrain. Mais ça ne veut pas dire qu'on juge, nous, que c'est un milieu de terrain. C'est juste que Rudy Garcia l'a plus utilisé au milieu de terrain cette année. C'est un exemple parmi tant d'autres. On commence avec les gardiens de but. Voilà, là, le titulaire et le remplaçant, c'est clair. Steve Mandanda, j'attire votre attention d'abord sur sa note qui est la 4e de la saison. Même si ces derniers matchs, il a eu des notes un petit peu basses, il est quand même le 4e olympien au classement des notes. Mais surtout, 70% du temps joué seulement, ce qui veut dire que Yoann Pelé, sa doublure, a joué 30% du temps des minutes olympiennes, des 62 matchs. Maxence, j'ai vu que tu étais surpris par cette statistique. Il a quand même 5,5 de moyenne, voilà, c'est 0,3 de moins que Mandanda, mais des notes honorables pour Pelé. T'es surpris par les 30%? Oui, on peut tous l'être. Après, ça dépend forcément des équipes, mais régulièrement, tu as aussi des doublures qui jouent quasiment pas dans la saison ou que quelques matchs, les matchs de coupe, etc. 30%, on n'est pas loin du tiers des matchs, quoi. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup, mais bon. Et c'est vrai que de notre côté, il a quand même été plutôt satisfaisant en tant que doublure quand même, Pelé. Vas-y Kader, tu voulais intervenir sur les gardiens? Ouais, non, je pense que déjà le gardien, il faut savoir, je pense que c'est le poste le plus ingrat dans le foot, surtout le poste de numéro 2, je veux bien préciser, le poste de numéro 2. Donc je pense que au tout début on était un peu sceptiques tous. Mais ce qu'on retiendra, c'est qu'à la finale, on était tous là à se poser la question s'il devrait démarrer titulaire ou pas. Parce que bon, le gardien, c'est beaucoup dans la tête. Et c'est vrai que quand on n'a pas joué pendant des mois et des mois, c'est difficile. Donc au tout début, on était un peu sceptique. Et puis au fur et à mesure du temps, il a confirmé, notamment le dernier match avant la finale en Coupe d'Europe, où il a fait un gros match. Francis, ça va vite avec Yoann Pelé, parce qu'il y a une période dans la saison où on se disait vite que Steve Mandanda revienne, et finalement il fait un super match contre Leipzig au Vélodrome, il fait un super match à Salzbourg en demi-finale, et on se dit finalement il a fait le job, Yoann Pelé, c'était très bien, alors qu'il y a un moment
on se disait, à chaque fois qu'il y a un tir, c'est but. Souvenez-vous, ça va très vite avec Yoann Pelé quand même. Moi, je m'excuse, mais j'aurais une démarche. Ne t'excuse pas. J'aurais une démarche totalement différente. Enfin, pas totalement, mais un peu différente de la vôtre. Allez. C'est-à-dire que si on prend un joueur après l'autre et qu'on dit celui-là, vous allez peut-être en changer 10, quoi. Et vous allez demander à tous les supporters, ils vont changer l'équipe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un budget, de savoir quel est l'investissement qu'on peut faire pour les transferts et de savoir quel est le niveau de masse salariale. Alors après, par exemple, je vais dire que c'est pas une priorité, quoi, de changer quoi que ce soit là-dessus. On va essayer d'établir l'ordre des priorités. On va cibler autre chose, quoi. On va être obligé, parce que franchement, dans un club, c'est comme ça qu'on travaille. On peut pas faire autrement que d'avoir les deniers. Et sinon, vous dites j'en prends 10 ou j'en prends 15, c'est parfait. Mais c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas possible. Donc pour moi, pour répondre à cette question, c'est vrai que Pelé a été un très bon numéro 2, voire presque un numéro 1, que Mandanda a fini un peu avec ses dégagements dans l'axe, un peu de manière un peu chaotique, mal fini sa saison, peu chaotique, mais pour moi, c'est pas une priorité. Le niveau du poste de gardien de but, je repars avec ces deux. Très bien. Romain, on a vu ton interview de Gourtner, si vous ne l'avez pas vu, le gardien d'Amiens sur le site du petit coup de cœur à ce poste de la saison. Tu lui as demandé pourquoi pas être doublure, ça veut dire que tu veux plus du Yoann Pelé? Non, mais je pense aussi qu'il faut penser à l'avenir, en fait, tout simplement. Et je me dis que c'est une opportunité. Pour moi, Gourtner, c'est un Laurent Bonnard en puissance, c'est un mec qui peut se révéler à l'OM, et je me dis pourquoi pas, si ça coûte pas cher et compagnie. Voilà. Il est libre? Oui. Et il va prolonger. Là, est-ce que tu penses franchement qu'il faut mettre un peu d'argent sur une doublure de gardien de but? Et exactement, je pense que c'est pas du tout la priorité. Voilà. Je te rejoins totalement. C'est-à-dire que si tu as l'opportunité Gourtner, tu trouves une porte de sortie à Pelé, mais par exemple, je ferai jamais un chèque à Yoann Pelé pour lui dire trouve-toi un club, il faut que tu t'en ailles. Donc je suis sur la ligne de Francis. D'accord. Faut pas oublier, parce qu'on reste, c'est toujours pareil, on reste sur les 2 derniers matchs de Mandanda, là c'est relance. Faut pas oublier qu'il a été élu gardien de la saison en Ligue 1. Voilà, donc même si on en a discuté, c'était le processus de vote est un peu discutable de l'UNFP, voilà, ça veut dire quand même que c'est pas n'importe qui Mandanda. Donc on rappelle également que vous pouvez voter sous le grill des gardiens de but. Romain, 5 possibilités pour nos lecteurs qui peuvent voter. On évoque toutes ces 5 possibilités, comme ça c'est fait, on l'évoque une fois. Est-ce que vous voulez recruter un titulaire? Est-ce que vous voulez recruter une doublure? Est-ce que vous voulez recruter personne? Ou alors ce qu'on propose aussi, c'est en cas de grosse offre, ok, on en laisse partir un. En cas d'opportunité d'achat, par exemple un Gourtner gratuit, ok, on achète. Le cas que tu as dit, par exemple. Voilà. Gratuit, mais sans faire de chèque à Pelé. Voilà, exactement. Voilà. C'est la fameuse opportunité. Juste, Cad, on garde les 2 gardiens? Ah oui, pour moi, bien sûr, on repart avec les 2. Et j'ai vu Maxence faire un grand oui de la tête, donc... Allez, clairement. On va passer à un autre poste, messieurs, puisque vous avez l'air d'accord pour garder et Mandanda et Pelé la saison prochaine. Non, on ne dit pas pour les 5 prochaines années, mais on évoque la saison prochaine. On va passer à un autre poste où il y a des satisfactions, c'est le poste d'arrière droit. D'accord. Et oui, le poste d'arrière droit, et au moment d'établir le titulaire et le remplaçant, on a eu bien du mal à savoir qui mettre en titulaire et qui mettre en remplaçant. On a choisi de les départager au temps de jeu. C'est donc Hiroki Sakai, le titulaire du poste, 70% du temps joué. On précise, Maxence, qu'il a joué aussi sur le poste de latéral gauche. Je vais te demander, avant de rentrer dans le débat Sakai-Sarr ou éventuellement autre chose, à gauche, qu'est-ce que ça vaut pour toi? Est-ce qu'il a fait le job à gauche, Hiroki Sakai? Parce qu'on l'a vu souvent, il a dû jouer une dizaine de matchs à ce poste. C'est très intéressant de l'avoir déjà en tant que polyvalent. Donc oui, il peut dépanner, on va dire, l'an prochain s'il tient des coups durs. Mais non, je te dirais pas que je pars dans l'idée de me dire on va en garder que 3 et Sakai il fera sur les 2 côtés. Il faut quand même, on en parlera certainement après, mais peut-être le cas à gauche. Très bien, je veux juste avoir ton avis de technicien sur ce poste de Sakai. 70% du temps joué, donc 7 dixièmes du temps de jeu, c'est quand même énorme pour le japonais. C'est bien, tu calcules bien. Merci. Un but, son premier à l'OM, et 4 passes décisives. Et quel but Oui, effectivement. Un but tu parlais d'émotion tout à l'heure, on y est là. Une note qui le place à la 9e place du classement des notes de cette saison. Vous allez voir que sa doublure a une meilleure note moyenne. C'est Bouna Sarr avec la 6e place, une note de 5,7. Les écarts sont minimes, mais sur 62 matchs, c'est normal également d'avoir de si petits écarts. 55% du temps joué seulement, entre guillemets, même si on aurait pensé en début de saison qu'il en jouerait moins. Un but et 3 passes décisives. Un but dans le même match. Dans le même match, tu as raison, c'est vrai. Et donc un but et 3 passes pour Bouna Sarr. Kader, Bouna Sarr, tu le voyais arriver à ce niveau Non, honnêtement, tu l'as pas senti non.
C'est la révélation. Donc, moi, je l'ai côtoyé à l'entraînement. Bon, j'avais déjà vu qu'il avait toujours cette fougue, mais de le replacer, parce que la première fois qu'il a été replacé au poste de latéral droit, c'est par Franck Passy. Pas beaucoup à miser, et il s'est battu, il s'est accroché. Aujourd'hui, on le voit, il a la grinta sur le terrain. C'est ça, il s'est battu à l'intersaison, c'est ce que tu essaies de nous dire, c'est que voilà, on n'en voulait plus, on l'a mis arrière droit par défaut. Et aujourd'hui, on est agréablement surpris. Et puis voilà, on est content encore de l'avoir à l'Olympique de Marseille pour les saisons à venir, parce que il est proche en plus du niveau du niveau international. Donc voilà, Romain, c'est qui le titulaire vraiment pour l'instant entre les deux? Il y a des clubs où tu te poses pas la question. Le Real, pendant une période, il y avait Danilo et Carvajal. Bon, l'Espagnol a pris le dessus, mais ils sont deux. J'aimerais me dire qu'on est arrivé à ce niveau-là, sans prendre l'exemple clair Réveillère à Lyon. Non. Mais voilà, tu as compris l'idée, c'est de se dire, moi je trouve que c'est très bien d'en avoir deux très bons à ce poste-là. Et ces deux-là, ils te convainquent. Et c'est de là. Parce que pendant la saison, tu me disais beaucoup que tu voulais Dubois. Je me souviens, et on me l'a redit d'ailleurs sur un talk, j'avais vu des tweets et tout, il me disait, tu te rappelais, tu disais que Dubois c'était un vrai latéral droit. Moi j'ai envie de changer d'avis, j'ai envie de croire en l'étoile Bounassar, et je trouve surtout que l'OM, on parlait tout à l'heure de finances, je trouve que l'OM a très bien géré le dossier en prolongeant Bounassar avant la fin de saison. Là ça y est, son prêt est signé, c'est envoyé à la Ligue, tout est entériné en termes de contrat, donc je me dis de compter sur ces deux éléments là aussi qui sont des certitudes. Voilà, ça nous permet de nous concentrer sur d'autres postes, c'est très bien. Vous êtes tous d'accord, je pense, sur la qualité des deux joueurs. Francis, en cas de grosse offre pour Bounassar, est-ce que l'OM doit le lâcher? Pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait de grosses offres. Il démarre cette année, il fait une très bonne saison. Mais bon, grosse offre, ça veut dire quoi? L'Angleterre qui viendrait avec un gros chèque. Peut-être, alors ça mériterait une... Moi, je dis que tout, on peut faire partir tout le monde, ça dépend de combien c'est. Voilà. Ceux qui disent, par exemple, Neymar, je ne le ferai pas partir pour 1 milliard d'euros, c'est faux. Voilà, c'est faux. Ils n'ont jamais eu 1 milliard d'euros. Combien c'est Bounassar, Francis, dans le foot actuel pour toi? Moi, aujourd'hui, dans le foot actuel, je pense que c'est entre 15 millions d'euros, à peu près, pas plus. Pas plus, Max? Non mais c'est totalement fou. C'est un mec, tu parlais d'un transfert à 500 000 euros il y a un an, et là on te dit 15 millions pour l'Angleterre, hein, parce que pour la France, je pense pas qu'il y ait des clubs qui mettent... Qu'il y ait des clubs qui s'alignent. Mais pour moi, par contre, je vais peut-être vous surprendre, mais je le mets au-dessus maintenant de Sakai. Moi, j'ai presque envie de commencer. Alors après, on va enlever le tag doublure. Il va y avoir l'alternance, on est d'accord. Voilà, je n'ont pas les mêmes caractéristiques. Mais je pense que dans un OM que je veux voir se porter vers l'avant, et il est plus intéressant que Sakai. Tout à fait. Et je pense qu'il peut progresser aussi. Sakai, il faut fermer un peu plus. Cette année. Peut-être que Sakai est... Ouais, mais ça va être compliqué après, parce que ça peut marcher, effectivement. Il a donné des exemples. Ça peut marcher, mais après, à un moment donné, des fois, si tu sors quelques joueurs de temps en temps... C'est intéressant d'avoir deux joueurs de bon niveau. Parce qu'on s'aperçoit que une saison c'est toujours long, et qu'il y a des baisses de régime, il y a des blessures, et que c'est très intéressant d'avoir deux joueurs comme ça. Voilà. Vous allez le voir. Oui, vas-y. Je coupe aussi, c'est intéressant parce que il y a de la concurrence, et la concurrence ça tire une équipe vers le haut. Donc forcément, il y aura peut-être tendance à moins de relâchement, plus faire attention quand on est chez soi, parce qu'on veut tout le temps jouer. Et voilà. Donc au contraire, c'est très bon ça pour l'équipe. Vous êtes tous d'accord, les deux on les garde, ou vous avez un avis différent, messieurs? Vous êtes tous d'accord, donc on va passer au quand même redire, on l'a déjà dit plusieurs fois dans les talks, mais je rappelle qu'en début de saison, ou même en fin de saison dernière, combien de tu préfères on a fait avec Bounassar, et au final, aujourd'hui, on en est là à se dire on l'a fracassé. Donc, bravo, franchement, c'est tout à son honneur. Non, il n'y a pas que lui. C'est tout à son honneur. Bravo, non mais bravo à lui en tout cas. Voilà. Il le sait, il en prend pas ombrage. Je te l'assure. Ben oui. Bouna et Hiroki, on vous garde, messieurs. On va voir si c'est l'avis de tout le monde d'ailleurs. Est-ce que vous seriez pour une vente de l'un des deux? À vous de nous le dire dans le sondage qui fait suite à ce grill. On passe à la suite. Et oui, parce que là on avait le poste de latéral droit dans le grill précédent. On a vu que le poste était doublé. C'est pas forcément le cas de tous les postes où la concurrence que Kader louait sur le poste d'arrière droit, elle est pas forcément au même niveau à tous les postes. Vous allez le voir avec ces 4 défenseurs centraux. Les titulaires pour commencer avec Adil Rami, 86% du temps de jeu, ce qui est énorme sur 62 matchs. Ce qui faiblit forcément à la fin avec ses suspensions et ses petites blessures. 5e place du classement des notes, ce qui le place en premier sur les défenseurs
de l'Olympique de Marseille, donc meilleur défenseur de la saison. 2 buts, une passe pour Adil Rami, une passe de la tête sur un corner, me semble-t-il, Romain. C'était contre Monaco. Voilà, on se complète bien. Le partenaire d'Adil Rami cette saison, c'était Rolando, avec 68% du temps de jeu, sa blessure également en fin de saison qui lui aussi lui fait diminuer. 12e sur 14 des joueurs qui sont dans ce classement des notes. 2 buts pour Jorge Rolando. Dont un très important. On peut le dire comme ça. Bien sûr, on peut le dire C'est le comme moins ça. qu'on puisse dire. On peut le dire comme ça. Vous allez le voir avec les doublures maintenant que le temps de jeu est différent. C'est le moins qu'on puisse dire également. Elles arrivent avec Abdenour, Heyman de son prénom. 19% du temps joué, 14 matchs. On verra si la fameuse clause des 15 matchs existe vraiment ou pas. En tout cas, il n'en a joué que 14. La note de 4,5, messieurs, je vous situe à peu près où ça nous met Abdenour. C'est l'avant-dernier de tous les Olympiens, en tout cas noté cette saison. Il n'est pas dans le classement parce qu'il n'a pas disputé assez de matchs, mais il serait avant-dernier. Voilà. Et juste derrière lui, il y aurait Sertic avec 3,9. Qui serait lui dernier de ce classement des notes, 10% du temps joué. Voilà pour les doublures au poste de défenseur central. À vous de me dire, messieurs, combien il faut recruter de joueurs. Alors, On précise que Rolando est en fin de contrat. Voilà, ce que je vois là-dessus, moi, c'est que j'en garde qu'un sur les 4 que tu as nommés dans un monde idéal. Donc, parce qu'il faut trouver des portes de sortie. On rappelle que Ayman Abdenour est lié à l'OM encore pendant 1 an. Alors, si tu veux lui trouver une porte de sortie dans le football, hein, c'est possible, mais il faut arriver à le convaincre, il faut arriver à convaincre un club. Enfin, voilà. C'est assez compliqué. Sertic, pareil. Moi, je garde Adil Rami, évidemment. Hein, on avait compris. On ne se pose pas la question. Je remets Boubacar Kamara à ce poste de défenseur central. Je pense que ça y est. Tu vas appeler montré... Rudy Garcia cet été pour lui expliquer. Il n'y a pas besoin, je pense qu'il a montré. Je vais même te dire un truc, c'est qu'avant la finale, on avait René sur le plateau du Talk qui nous a dit, moi je vois pas pourquoi on mettrait pas Luis Gustavo au milieu et Boubacar Kamara central. Je me suis dit, non, il faut quand même assurer. Je n'étais pas d'accord avec lui. J'ai vu la finale, j'ai vu le match contre Amiens où Boubacar Kamara a joué derrière et où Luis Gustavo a joué au milieu. Et je dois reconnaître que l'idée de René était pas mauvaise. C'est facile à dire bien après, sûr. autant pour... Mais René l'avait dit, voilà, le lundi d'avant. Donc toi, il te faut deux recrues. La différence, c'est surtout de jouer contre Amiens au Vélodrome et de jouer une finale de Coupe d'Europe. Bien sûr. Ensuite, parce que aussi sur le but d'Amiens, pour être complet, il y a une couverture de hors-jeu de Boubacar Kamara. S'il fait ça en finale, peut-être que il y avait tombe dessus. Deux recrues alors pour Monsieur Canetti. Pas de recrues, voilà. Donc je t'ai dit Rami, je t'ai dit Kamara. Je recrute un 3e défenseur central, quelqu'un vraiment avec un profil d'expérience et un méchant. Voilà, j'aime bien par exemple Diego Carlos de Nantes, tu vois, ça rentre parfaitement dans mes caractéristiques. Et du coup, mon 4e central, ça serait Lucas Perrin, jeune de l'OM qui a signé son premier contrat pro. Pourquoi ? Parce que pour moi, 4e défenseur central, ça doit être un jeune, tu dois avoir un effectif, faire jouer un peu tes jeunes. Tu as joué en finale Atlético, c'est 19 contrats pro, le reste, il faut monter des jeunes. Donc je fais la même chose avec Lucas Perrin. Voilà. J'apporte de l'eau à ton moulin, si jamais il y a besoin, Gustavo peut aussi exactement, jouer derrière. Voilà. Donc vraiment... Tu connais d'ailleurs Lucas Perrin, on me souffle dans l'oreillette. T'es content pour lui qui a signé son contrat pro en compagnie de Marazovic également la semaine dernière? Oui, je connais bien le petit. Il peut Lucas. s'imposer à l'OM, tu penses? Oui, parce que il a le tempérament, il a l'ADN Marseille. Donc voilà, c'était peut-être un joueur qui est au centre de formation, qui est peut-être parti avec un peu plus, on va dire, moins d'intégrité par rapport aux autres, où il était, il jouait pas trop, et puis... tu veux dire qu'il part de plus loin? Il part de plus loin, voilà, pardon. Pas de souci. Il part de plus loin, et puis au fur et à mesure du temps, il a montré beaucoup de belles choses, et notamment quand il est venu jouer avec nous, avec la CFA, il a montré beaucoup de sérénité, dur, agressif dans les duels, bon techniquement. Ouais. Tu fais quoi derrière toi avec tout ce qu'on a vu, les joueurs proposer, tout ça? C'est quoi tes 4 par exemple? C'est assez délicat, mais moi derrière, de sûr, c'est vrai que je garde Adil Rami, qui est une valeur sûre. Derrière, je replace Boubacar Kamara, qui est pour moi un vrai défenseur central. Dans ton quatuor. Voilà. Et après, oui, forcément, j'intègre le petit Lucas Perrin, et puis pourquoi pas recruter un autre défenseur. Comme Romain en fait. Oui, mais c'était ma... Diego Carlos, c'est ça? Non, peut-être pas. Peut-être un profil un peu plus complet. Bon, on a déjà Rami qui est un soldat. Donc je pense que pour la complémentarité de l'équipe, il faudrait un joueur peut-être un peu plus technique, capable de relancer derrière, et si possible gaucher, un défenseur central gaucher. Question, pour Rolando, vous l'envoyez tous à l'hôpital et rentre chez toi, ou comme dans certains grands clubs je peux poser la question avant que tu rigoles. Calme-toi, il sera confiant. Est-ce que je peux poser une question sérieuse avant que tu rigoles? Il y a certains grands clubs où quand un joueur se blesse et qu'il est en fin de contrat, il est prolongé. C'est une question
qui se tient, je sais pas. Francis, qu'est-ce que tu penses de ça? Merci Romain. Franchement, d'abord, il faut se poser la question, est-ce qu'on a les moyens? Voilà. Ça, c'est le premier point, c'est de dire, c'est très beau de dire on te prolonge d'une année. Si c'est un joueur dont on sait qu'éventuellement il a du potentiel, qu'il va manquer un transfert parce qu'il est blessé, donc il faut faire une analyse dans ce sens-là et dire, bon, ben ça va, on va le prolonger, on récupérera toujours quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, la défense centrale de Marseille, ça a été un des points faibles, quoi, il faut dire, de l'équipe, franchement. Donc, malheureusement, mon cœur pourrait dire que je prolongerai Rolando, mais mon portefeuille dit que je peux pas le faire, quoi. Voilà. Alors moi, donc toi, tu fais quoi alors? Moi, je garde Adil Rami, qui est effectivement un beau soldat, Camara aussi derrière, mais je prendrais un seul joueur, moi, avec de l'expérience, de la technique et un peu plus de vitesse, quoi, quand même, parce que notre problème, enfin, je trouve, moi, personnellement, que notre problème, ça a souvent été d'après un défaut par la vitesse et dans la profondeur, quoi. Bon, donc je prendrais un joueur comme ça, et effectivement, c'est une priorité du mercato. C'est une priorité pour moi, et effectivement, il y a un point très important, c'est qu'il faut intégrer dans ce recrutement la formation de l'Olympique de Marseille et de prévoir tous ces numéro 4 par exemple, ou éventuellement numéro 2 avec des jeunes qu'on va faire glisser, parce que c'est un peu la force de Olas aussi, on peut dire tout ce qu'on veut, c'est sa force. Cette année il a sorti à Roar, il a sorti je ne sais combien. Bon, donc si on part pas dans cette politique là, alors faut pas faire des titulaires à part entière, parce que bon, mais il faut réfléchir dans ce sens là. Moi je prendrais un joueur qui est expérimenté, technique et qui va vite. Moi, si tu me dis c'est la priorité du recrutement, j'ai pas dit que c'était la priorité, j'ai dit que c'était l'une des priorités. Moi, si on prend un défenseur central qui en jette, qui techniquement, qui relance vite, et que tu me dis par contre... Et gaucher, il a raison. Voilà, gaucher, rapide, enfin vraiment un top joueur, et que du coup à côté, c'est des petites retouches, mais faut pas... je pense que je signe. Max, ta religion sur cette défense centrale? Ouais, non, mais je pense que honnêtement tout a été dit. Effectivement, je te rejoins aussi. Un gaucher technique, ça pourrait être très intéressant. Moi, je resterai sur 2 joueurs parce que je pense qu'à ce poste-là, si tu as vraiment deux, toi, tu veux 2 recrues? Deux titulaires, Rami et une recrue. Et sachant que effectivement, Camara, pour moi, c'est plus une solution qui ne pourrait pas être pérenne. C'est le 3e qui est en concurrence. C'est le vrai 3e. Donc du coup, si tu as 2 titulaires à part entière avec Camara qui pousse derrière, plus éventuellement, parce qu'il va bien falloir parler des joueurs qui doivent partir. On a cité Abdenour, je crois que lui il est grillé. Il y a pour le coup, sur le grill. Certic, voilà. Est-ce que tu peux... Guingamp, je crois. C'est vrai. Certic, bon, tu sais que tu peux peut-être éventuellement l'utiliser un peu en défenseur central, un petit peu en milieu de terrain. Je me souviens dans l'oreillette qu'il y a Ubokan et Doria aussi. Non, mais voilà, si tu as une situation catastrophique comme ça a pu arriver, et puis tu as des jeunes qui peuvent... Est-ce que ça vaut le coup d'en recruter 2? Je pense pas. Non. Voilà. Bon, on va voir ce que vous feriez, vous, à la place des dirigeants marseillais. C'est à vous de jouer, évidemment, à la suite de l'article qui fera référence à ce grill. Si vous regardez l'émission en direct, c'est pas tout de suite, évidemment. Ce sera dans les prochaines heures, les prochains jours. On passe au poste d'arrière gauche. C'est parti. Au poste d'arrière gauche, 2 tauliers, 2 patrons. Non, je plaisante, il n'y en a qu'un évidemment. C'est Jordan Amavi. Jordan Amavi qui est 7ème du classement des notes, 1 but et 7 passes décisives. On a été un petit peu surpris du très bon nombre de caviar qu'il a distillé cette saison, le gaucher marseillais. 62% du temps joué. On rappelle qu'en début de saison, c'est Tonton Pat qui jouait. Il était là, Tonton Pat, donc il lui a croqué du temps de jeu. C'est certainement pas sa doublure actuelle qui lui en a pris. Henri Bédimo, on va le citer, messieurs, puisqu'il a quand même joué 3% du temps de jeu. On se dit 3%, c'est rien. Mais 3% de 62 matchs, ça fait quand même au moins 2 matchs complets. 4,6. Oui, Romain ? Ça fait pas beaucoup sur une saison quand même. Pour Bédimo ? Non, je plaisante. Et pour être clair, le 4,6, c'est juste un peu mieux qu'Abdenour. Voilà. Donc c'est pas si catastrophique que ça. Oui, attention quand même. C'est surtout une fin de contrat en 2019. Il lui reste encore une année de contrat à Henri. En 2019, on pourra faire péter un petit bouchon de champagne quand même, avec tout ce qu'il y a. Oui, il faut pas le voir comme ça. Enfin, je veux dire, j'ai pas envie de prendre spécialement la défense d'Henri Bédimo, mais je rappelle que quand il a signé son contrat, personne lui a mis un calibre sur la tempe en disant il a mis une calibre sur la tempe de personne en disant je veux signer 3 ans. Donc on l'a fait signer, il aurait pu accepter des offres plus lucratives de Turquie, voilà.
Messieurs, alors, je vous demande, faut-il recruter un joueur à ce poste ou est-ce qu'on garde la solution Sakai, Sarr, à ma vie, 3 pour 2 postes, Voire Rokia. voire Rokia qui pousse derrière. Le jeu, mais Qu'est-ce qu'on fait Moi, Parce que Rokia, c'est un jeune joueur du centre. J'ai été ouais. très très déçu par Amavi en fin de saison. Il m'a pas donné une entière confiance qui me pousse aujourd'hui à te répondre en te disant non c'est bon, comme à droite on bouge pas. J'aurais envie effectivement. Après on est toujours dans foot fiction et on se dit forcément ça dépend des priorités et peut-être s'il n'y a pas la possibilité, bon ben je m'en contenterai. Mais s'il y a la possibilité de prendre un arrière gauche qui peut venir réellement le concurrencer. Plutôt doublure ou plutôt titulaire réellement un titulaire concurrencer, bis, voilà, qu'on sache même pas nous en début de saison quand on fait les talks qui D'accord. va être le titulaire quoi. D'accord. Pas une vraie doublure, donc un vrai concurrent. Quoi. Après c'est compliqué ouais. Après ça, ce concept-là, il est toujours particulier, Romain, titulaire, remplaçant. On le sait une fois le terrain qui décide. Parce que c'est comme quand on dit on recrute ce mec, ouais mais si tu le recrutes, il est titulaire. Ça veut rien dire. Oui. On a recruté Aymen Abdenour. Vu son salaire, vu son passé, il était censé être là pour être titulaire. Bon, il est nul, il a été envoyé en tribune tout le temps. Bien sûr. Après, tu sais très bien que si on prend un joueur de Ligue 2, par exemple, on pourra le cataloguer comme une doublure. Voilà, c'est pour ça que je pose la question. Moi, Max disait, il y a un joueur, je veux pas savoir qui est le titulaire, qui est le remplaçant début de saison. Moi, je suis pas du tout dans cette optique-là, mais il y a un truc que je veux pas savoir. Au final, c'est limite le joueur qu'on recrute. Moi, j'aimerais bien qu'on prenne un pari, un joueur à la Laurent Bonnard. Voilà, par exemple, c'est-à-dire soit un joueur, un prometteur de Ligue 2, comme l'était Ferland Mendy la saison passée, qui a quand même, faut reconnaître, était très Ligue 2 bon ou avec national Lyon. peut-être. Il y a des bons joueurs. Hein. Il y en a des bons joueurs joueurs d'arrière gauche en national. Ah oui, le championnat national, il y a beaucoup de jeunes joueurs méconnus, mais voilà, qui ont un parcours un peu différent, mais qui arrivent à percer un peu sur le tard. Ouais. Ça peut être une bonne surprise aussi pour ça. À ce poste-là, d'arrière gauche, t'as des idées, t'as des... Non, pas particulièrement. Non, pas comme ça, là, directement, non, mais de toute façon, le championnat national est un championnat qui est très supervisé. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui arrivent à éclore en passant par le championnat national, donc pourquoi pas. Le poste d'arrière gauche, Ça peut être aussi un joueur de petite formation de Ligue 1, oui, attention. bien sûr. Un Dibassi, par exemple, Damien, que j'ai trouvé bon. Pourquoi pas Non, mais ce que je pense, c'est qu'en termes de stats, à ma vie, il a des bonnes stats. Après, gros point d'interrogation, parce que Marseille a fait signer un jeune joueur, Christopher Rokia. Oui, c'est un gros point d'interrogation. Voilà. Et le problème, c'est que lui, on l'a pas vu, donc on sait pas ce que ça peut donner. Et le problème aussi, c'est que Jordan Amavi a enchaîné tous les matchs, il a été un peu esselé. Mais sa qualité, on la connaît. Et là, je sais pas. Là, c'est un gros. Mais tu sais même pas ce que tu ferais toi, en fait. Oui, je garde Amavi forcément, mais après, forcément, peut-être prendre quelqu'un, parce qu'on sait pas. Rokia, on l'a pas vu. Est-ce que Rokia va rester ? Il peut être prêté, après ça peut être... Alors, prêté, je sais pas, parce que prêté, quand on t'a absolument pas vu jouer avec l'OM, que tu pars en prêt, je pense que c'est très compliqué. Je pense que tu peux pas partir dans un autre club de Ligue 1, t'as aucune référence, donc tu pars en Ligue 2, en national. Faut-il que des clubs le veuillent aussi en national, hein. Parce qu'on sait très bien aussi que quand tu forces, on va dire, que ce soit l'agent ou que ce soit le club qui prête, qui force un peu le prêt, c'est pas forcément un cadeau pour le joueur une fois qu'il arrive dans la structure, parce que les mecs qui sont en place, ils vont pas lui faire un tapis rond. On sait comment ça se passe. Un entraîneur qui n'a pas vu et qui n'a pas d'image sur un joueur, et ça peut créer des conflits avec un directeur sportif, avec un président. Donc là, c'est compliqué un peu. Après, moi, comme je me dis que Rokia, ça se trouve, ça peut exploser, il peut. Voilà, on l'a vu en pré-saison, il a fait des super matchs. Voilà, après, Garcia peut juger qu'il arrive à maturation et lui donner sa chance. Moi, je recruterais un pari. Donc, je t'ai parlé d'un joueur de Ligue 2, d'une petite formation de Ligue 1. À un moment donné, on avait parlé d'un joueur de l'arrière-gauche de Eibar, par exemple, je crois, qui était en fin de contrat. Voilà, Mercato, voilà, quelqu'un dont on ne connaît pas le nom, mais le staff de l'OM, qui est quand même censé bien bosser, trouve ce joueur-là, qui peut être une alternative, pas trop cher non plus, parce que l'argent est à mettre ailleurs. Francis, oui, non, mais priorité, pas priorité. Moi, je partage le fait que Jordan Amavi m'a beaucoup déçu aussi. Franchement, je trouve qu'il a fait une fin de saison qui était passable, surtout défensivement d'ailleurs, et qu'il a pris des risques par moments inopportuns.
Mais c'est vrai que c'est pas encore sur ce poste-là que je ferai le gros effort. Autant j'ai dit que pour la poste centrale, il fallait quelqu'un de niveau. Je suis assez d'accord sur le fait qu'il faille... Alors, le petit Roca, c'est ça. Moi, c'est mon point d'interrogation complet, quoi. Mais il faudrait peut-être prendre un joueur de deuxième division. Et il y en a de très bons joueurs de deuxième division, pur gaucher, etc., qui coûtent pas cher ou qui coûtent zéro, quoi. Quitte à dire, on laisse 15% sur le futur transfert au club qui nous le vend, ou voilà, quoi. On avait Francis, fait avec Benjamin Mendy. Comment ça se passe dans ce cas-là où il y a une interrogation, tu le disais, sur Roca? Est-ce qu'on attend, par exemple, le mois d'août, on laisse passer la prépa, on teste le joueur, je parle de Roca, ou est-ce qu'on se dit dès maintenant, il faut quand même recruter à ce poste-là? Quand on a une interrogation vraiment sur un jeune comme ça? Quand on a une interrogation, il faut faire un choix, quoi. Je veux dire, il faut savoir. Il faut le faire maintenant ou il faut le faire... Est-ce qu'il a suffi... oui, parce que le recrutement, ça se fait pas comme un Mitroglou le 29 août, quoi, quand même. Hein. Bon, 31 même. Ou le 31, ou le 31, quoi. Bon, il faut savoir si aujourd'hui, après une saison d'entraînement avec les pros, on n'est pas capable de dire ce joueur-là, je vais en faire mon numéro 2 derrière ou mon numéro 3, ou il faut absolument le prêter. Mais effectivement, pour le prêter, moi, je suis dans un club, je le connais pas, je l'ai jamais vu, donc je sais pas quelle qualité il peut avoir, quoi. Donc c'est vraiment un cas, on fait signer un joueur professionnel et il faut que de temps en temps il soit hors sur le terrain et pas toujours sur les tribunes, puisqu'il y a des matchs qui pouvaient peut-être permettre son intégration, quoi. Arrangez-vous entre vous, messieurs. Vas-y. Non, je disais surtout qu'il a très peu joué même en réserve. C'est ça qui me... Et sur la fin, il était écarté du groupe avec les pros, mais pas en réserve. Mais quand on est jeune comme ça, l'apprentissage, c'est de jouer, que ce soit en CFA ou en pro, il faut jouer. Ce qui est ennuyeux pour Roca, moi, c'est ce que je trouve aussi, c'est que on a parlé du côté droit avec un Sakai qui peut éventuellement basculer à gauche, et je me dis, si on prend même un joueur de Ligue 2 qui peut, voilà, ça veut dire qu'en gros tu as Bavi en 1, éventuellement un joueur de Ligue 2 ou Sakai en 2, en 3 pareil, et donc lui il se retrouverait à pas jouer, quoi. Il a même été derrière Bétimo, ça. Mais après, si vous voulez, très compliqué, quoi. Après, si vous voulez, il y a un problème de philosophie du club et de direction. Parce que les entraîneurs, ils sont tous pareils, hein, c'est-à-dire que pour eux, faire de la formation, enfin il y en a quelques-uns, mais c'est très peu. Eux, ce qui compte, c'est le résultat, c'est-à-dire qu'à la fin de la saison, on les garde ou on les garde pas en fonction du résultat qu'ils ont fait. Donc pour eux, ils s'en foutent comme de l'an 40 de dire je vais essayer de promouvoir ce joueur qui dans 2 ans ou dans 3 ans va être probablement bon. Donc il faut insuffler une politique et avoir entre l'entraîneur, le directeur sportif et le président des lignes de conduite bien définies dès le départ. Très bien, messieurs, c'était très clair. On a compris vos choix, en tout cas, avec l'interrogation Rokia. À vous de faire les vôtres, évidemment, comme on le dit depuis le début de cette émission. On va passer à un poste où là, vous allez le voir, il y a du monde. C'est le poste de milieu de terrain. Un poste que connaît bien Kader Kraichi, notre invité, celui de milieu défensif, milieu relayeur. Voilà, les deux joueurs devant la défense, pour être plus clair. Messieurs, on va vous proposer les titulaires et les remplaçants, en vous précisant également qu'on a fait monter Morgan Sanson au poste de meneur dans notre évaluation. Rien ne vous empêche d'en parler quand même dans cette partie, parce qu'il a souvent joué à ce poste de 6-8, Morgan Sanson notamment en fin de saison. Regardez les titulaires avec évidemment Luis Gustavo. Premier du classement des notes, 88% du temps de jeu sur 62 matchs, on le dira jamais assez, c'est énorme, 6 buts, 2 passes décisives. C'est après que le débat va finalement avoir lieu, messieurs, puisque, en tout cas, vous ne me l'avez pas cité dans vos défenseurs centraux, ça veut dire, j'ai cru comprendre que vous le vouliez tous au milieu de terrain la saison prochaine. Zambo Anguissa, on l'a vu furtivement sur nos petits écrans, il est là, avec 58% du temps de jeu, c'est lui qui a le plus de temps de jeu. Derrière Luis Gustavo, si on enlève Sanson, comme je vous l'expliquais, 5,4 pour sa note sur 10, il est 10e. André-Franck Zambo Anguissa, donc dans le 11 type, si on suit vos notes. On regarde maintenant les solutions de remplacement, même si Max Lopez est juste derrière au temps de jeu, hein, vous l'avez vu, 54%, 53%, c'est plus un numéro 1 bis par rapport à Anguissa. 5 sur 10 seulement en note, il est 13e sur 14, Max Lopez, un but et 6 passes décisives pour Max Lopez. Et le dernier choix, vous en avez déjà parlé plus en défense centrale, donc on le laissera peut-être un peu de côté dans notre évaluation, c'est Boubacar Kamara, qui a quand même disputé un 5e du temps de jeu, finalement. Hein, il aura eu son mot à dire cette saison avec une note de 5,8, ce qui le place quand même, je vous le signale, à hauteur de la 4e place
du classement total des joueurs s'il avait été noté, c'est pas rien. Et une passe décisive même au dernier match, donc bravo Bouba pour ta première saison. Je salue également Fabrice Eleski qui nous avait fait un pronostic en début de saison. Il avait dit il jouera à peu près 10 matchs, il en a joué 14. Voilà, comme quoi. Il avait dit 10-15. 10-15 en plus, tu vois, donc comme quoi on a des experts autour de la table. On embrasse Fabrice, Babou qui nous regarde certainement. Voilà, messieurs, vous avez les données ou pas, tu disais Babou, Bouba, il pointait une certaine acquaintance. Concernant Luis Gustavo, c'est impressionnant parce que c'est le premier en termes de notes, c'est aussi le premier en termes de temps de jeu. Ouais. Donc c'est dire quand même la performance remarquable. C'est le patron, mais c'est aussi ce qu'il y avait à se dire, j'imagine quand on est dirigeant, on prévoit un joueur en se disant, parce qu'on ne vit pas dans le présent, on anticipe. C'est exceptionnel ce qu'il a fait, mais il ne faut pas non plus capitaliser dessus et se dire il va être toutes les années autant indispensable. Sinon, il faut gouverner, c'est prévoir. Et surtout au temps présent. Il faut prévoir quand même des solutions palliatives. Tu disais tout à l'heure, vous le voyez plus au milieu de terrain que défenseur, parce que moi je pense qu'il faut voir aussi en fonction des opportunités de marché, tout simplement. C'est-à-dire que tout à l'heure on disait si on peut recruter un super défenseur central, machin, mais si ce super défenseur central il n'existe pas, ou alors il faut le payer 60 millions et c'est le cousin de Mitroglou, alors qu'au milieu de terrain tu as une très bonne solution et tu te dis je fais descendre Luis Gustavo, faut pas hésiter à mes yeux. Toi, tu es l'homme de l'opportunité. Oui, parce que sur le marché des transferts, tu n'es pas le Real Madrid, tu peux pas faire ce que tu veux. Moi, je pense que, franchement, on a vu dans les grands matchs, je pense que le milieu de terrain a manqué de niveau. On a des joueurs qui sont de bonne qualité pour le championnat de France. Dans les grands matchs, je trouve que, par exemple, Anguissa, il a un déficit technique. Et le petit Lopez, il a un déficit athlétique. Donc, pour moi... faut les fusionner comme dans Dragon Ball. Faut les fusionner. Mais, ça donnerait Zambez. Ouais. Mais donc, je prendrais quelqu'un à ce poste-là, moi, parce que c'est quand même incroyable ce qu'a fait Gustavo, parce qu'il n'a jamais été blessé ni rien, quoi. Donc il faut tenir compte aussi que il ne pourra pas refaire une saison comme ça. Je ne parle pas de la qualité, peut-être qu'il va pouvoir continuer, mais je parle surtout qu'il est passé à travers toutes les gouttes des accidents musculaires ou autres, quoi. C'est le seul qui a fait ça. D'accord. Donc pour moi... Absolument. Si on veut, après on verra au niveau des attaquants, mais si on veut monter d'un cran la qualité et rendre cette équipe un peu plus dure, il faut avoir Zambo et le petit Lopez, ce sont des joueurs qui, à championnat, ils vont pouvoir nous servir, de manière alternée, peut-être pas les deux en même temps, mais moi, il me faut un milieu de terrain de qualité. Moi, il m'en faut deux. Oui, vas-y, développe, Romain. Pour moi, tu gardes Luis Gustavo, tu gardes Maxime Lopez. André-Franck Zambo-Anguissa, il y a des offres déjà qui commencent à arriver à l'Olympique de Marseille. Pour l'Angleterre, ça peut être intéressant. D'Angleterre, quand même, exactement. D'Angleterre, avec les sommes, pour l'instant, ça commence à parler des sommes un peu comme Didier Ndong. Tu te souviens de ce formidable milieu est meilleur de Lorient. Je te dis que c'est les offres qui arrivent en ce moment. Je te donne une petite info comme ça. Tu veux pas la prendre. On parle d'une vingtaine de millions, alors si je te suis. C'est ça. Donc, vu que pour l'instant, vous savez comment ça se passe. Il y a un agent qui est mandaté, qui fait un peu tous les clubs anglais, qui tape à la porte, il dit voilà, j'ai Zambo-Anguissa, est-ce que ça vous intéresse ? Et voilà. Il les intéresse. Voilà, il y a un petit contact. Moi, je le vendrai. Voilà. Oui. Si c'est dans ces tarifs-là, je le vendrai. À ce moment-là, pour moi, il m'en faut deux, puisque j'ai mis Boubacar Kamara en défense. Sur les deux, je prends une opportunité de marché qui, pour moi, est Yohan Cabaye. Voilà, on en a déjà parlé. Un joueur en fin de contrat, voilà, mais qui a une expérience, qui est un homme de Rudy Garcia. Ça marche, il est titulaire, ça marche pas, c'est un homme de banc, il se tait. Et une autre, voilà, mais vraiment là, un beau milieu. Voilà, moi, j'aime bien Valentin Rongier, par exemple, à Nantes. Oui. Tu vois, voilà, de prendre quelqu'un comme ça, quitte à y mettre un peu, parce qu'un Valentin Rongier, tu payes quoi. D'accord, très bien. Kader, qu'est-ce que tu ferais, toi, dans le milieu de terrain ? Tu les connais, hein ? Oui, je les connais. Max, j'ai joué avec eux, donc... Bien sûr. Non, je les connais, donc... mais bien sûr, la valeur sûre, on le sait tous, c'est Gustavo. Ouais, je crois qu'il n'y a pas de débat sur Après, derrière, voilà. Alors, quand on parle de déficit technique sur Zambo... C'est pas d'accord, toi. Je suis pas d'accord. C'est pas qu'il a un déficit. C'est-à-dire qu'il est dans un registre. Parfois, on se pose la question est-ce que c'est un relayeur qui est capable de se projeter vers l'avant et qui a un manque de lucidité dans les 30 derniers mètres, ou est-ce que c'est un milieu défensif, comme il a montré un peu. Bon, il y a cette erreur. Je vais un peu ouvrir la plaie par rapport au match de l'Atlético. Je l'avais trouvé intéressant. À partir du moment où il récupère le ballon et il donne à côté.
et où il a un Quand il gros reste volume. dans son registre et qu'il fait pas ce pourquoi il n'est pas fait. Quoi. Voilà. Et qu'à côté, il y a une complémentarité avec un joueur plus technique qui va prendre le jeu à son compte. Mais à partir du moment où je le trouve très très bon, c'est quand il récupère le ballon et qu'il va donner à côté et qu'il va faire tout un travail Tu le vendrais, défensif. toi? Moi, je suis comme Je te Romain. sens pas convaincu, Kader, sur le fait qu'il faut vendre Zambo. Tu le vois encore progresser? Je pense qu'on lui cherche encore un poste. Est-ce que c'est un relayeur? Est-ce que c'est un vrai milieu défensif? Ou est-ce que c'est un relayeur? Moi, c'est là. C'est s'il est milieu relayeur, il faut qu'il soit plus juste dans les 30 derniers mètres. S'il est milieu défensif, il faut qu'il reste que sur ça. Tu le vendrais? Je t'embête avec ma question. Je sais pas. Après, ça se trouve, il reste encore. C'est à double tranchant. Il reste encore un an. Il progresse. Il va exploser. Alors ma Non, question, non, non, mais Maxence, c'est tu vendrais vache. plus Zambo, Non, Lopez mais- ou Sanson? Mais après, le problème, c'est que ta Non, mais dans question. l'absolu. Oui, mais ça dépend des tarifs. On va dire Ouais. à tarif équivalent, moi je te vendrais par exemple plus Lopez qu'Anguissa. Et je sais que par exemple, je suis pas. Romain ne sera pas d'accord avec moi. Mais pour moi aujourd'hui, Lopez, je le vois pas. Venons-en à Max Lopez. Aller vraiment très très haut. Donc si j'ai une offre de 20 ou 25 millions d'euros sur Lopez, ça on parle m'étonne. d'une offre de 20 millions pour Anguissa. J'hésite pas. Zambo, en Angleterre, pareil. Si tu as une offre aussi de 20 millions, je pense que ça peut être intéressant. Après peut-être qu'il est plus fait aussi pour le championnat anglais. Hein. Parce que pour moi, c'est un joueur qui est capable de se On parle de projeter. Zambo là. Ouais. Franck, qui est un box-to-box. Ouais. Il est capable de se projeter. On l'a vu dépercer. Après, ce qui lui a juste manqué de temps en temps, c'est. Si je le dis différemment, j'ai peur si on vend Zambo, on soit déçu. Parce que, enfin, déçu dans le sens où à un moment donné on se dise finalement lui on l'avait et qu'il explose. Et ça nous est déjà arrivé. Et Hein. ça nous est déjà arrivé alors que je peux me tromper, mais je le sens moins avec Lopez. Combien il lui reste de contrat? Zambo, il a re-signé la saison dernière, il a prolongé son contrat, donc il a plusieurs années, au moins 3. Ouais, 3, ouais. D'accord. Après, j'étais pas d'accord avec Romain Sur quand il Lopez. disait non de redescendre Gustavo. Pour moi, Gustavo, je le laisse au moins l'année prochaine au milieu. Après, Ok. pourquoi pas dans le futur. Oui, voilà. avec quelques dépannages éventuellement. Mais... Voilà, mais Et je le laisse sur quand même au Lopez, milieu. Gustavo au milieu, il faut le laisser au milieu. Lopez est destiné à être une doublure ou Ouais. plus pour vous la saison prochaine, hein. On est sur le grill, on se projette, Romain. Mais moi, je te dis que dans mon schéma, je voyais J'ai deux compris recrues. ton schéma, mais Donc, tu le places où Lopez dans ton... Deux schémas, tu as des recrues, c'est des incertitudes, tu n'es pas sûr Ouais, qui concurrence. s'adaptent. Donc, du coup, Lopez, il a une carte à jouer. Moi, j'ai adoré avoir sa réaction et pour moi, elle est vitale. Et pour moi, c'est pour ça que Maxime Lopez, c'est ce qui me permet de dire que les gens qui ont ce raisonnement de il fallait pas jouer la Coupe d'Europe, ça tient pas parce que Lopez, les points qu'il te fait gagner en championnat, c'est parce qu'il est relancé en Coupe d'Europe. Donc là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il aura peut-être une carte à jouer en début de saison, cette fois-ci, peut-être plus tôt. Ouais. Il y aura une rotation. Après, peut-être qu'un Cabaye, peut-être qu'une recrue. On va rester sur ce Cabaye Rongier. Tiens, pour Allez, l'exemple, là, je fais-toi ne dis pas plaisir. que Ouais. c'est eux qui vont signer. Faut le préciser, attention. Oui, t'as raison. Voilà, s'il tourne à plein régime, Ok. et là, on verra plus. Voilà. Ok, messieurs. Son Quelle est la vérité avantage, c'est d'une saison qu'il est quand même super bien intégré dans le groupe. Il est bon, Ouais. voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est pour lui, ça parle en sa faveur. Alors faites-vous plaisir, c'est le moment. Si vous voulez ajouter un dernier mot, allez-y. Trop tard, voilà, trop tard. Allez, on passe au meneur de jeu où on va parler de Morgan Sanson. On va évoquer son cas, on n'a pas parlé dans ce poste. Il fait partie peut-être de vos projets aussi pour ce poste. Vous allez nous le dire ou pas dans la prochaine partie. Allez, le poste de meneur de jeu, on avait au début sur notre feuille, on avait mis que Payet. Et puis on s'est dit finalement, Morgan Sanson, il a beaucoup joué à ce poste. Et ça paraissait logique d'avoir donc et Payet et Sanson dans ce débat. On commence donc avec Dimitri Payet, 63% du temps joué lui aussi. A eu quelques pépins physiques, notamment en début de saison et malheureusement sur les deux derniers matchs. Avec 5,9 de notes, il est deuxième, juste derrière Gustavo. C'est lui donc qui Donc juste devant Thauvin, je tire les suppose. marrons du feu. Tu es très fort, Max. Parce que Thauvin, je l'aurais mis peut-être limite au-dessus de. Mais tu donc vois, aux c'est- notes, il est derrière Dimitri C'est Payet. dingue ça aussi. Hein. 10 buts et 23 passes décisives. Je crois que Thauvin a 5,8. Hein. D'accord, Voilà, donc on est dans les mêmes notes. 23 passes décisives quand même pour Dimitri Payet et 10 buts. On passe à la doublure, entre guillemets. Morgan Sanson, qui lui a joué plus que Dimitri Payet, 69% du temps joué. 5,3, il est seulement 11e des notes des lecteurs du Phocéen et de la rédaction également. 12 buts et 5 passes. La saison dernière, il était plus passeur que buteur. Ça s'est inversé. On va commencer avec Morgan Sanson, si vous le voulez bien.
Qu'est-ce qu'on en fait de Morgan Sanson, messieurs? Moi, je le garde. Oui, vas-y, Francis. Moi, je le garde, il n'y a pas de souci. C'est un joueur qui nous apporte et qui, je pense qu'il est en pleine progression encore. Et enfin, j'ai été sévère avec Payet en début de saison, une fois lorsque je suis venu ici. Mais c'est vrai que Payet, il peut être étincelant comme il peut être inexistant quoi, par moment. Et si on ajoute ça à ses blessures, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière lui qui soit de qualité quoi, et qui peut même le pousser un tout petit peu quoi. Donc je pense que la paire Payet-Sanson, pour moi, je ne toucherai pas quoi. Voilà. Kader? Je suis d'accord avec Francis. Surtout qu'en plus il est polyvalent, Morgan. Il peut jouer. Bon, il a déjà dépanné au poste de milieu défensif. Il a joué un relayeur, un numéro 10. Donc, c'est quoi son poste? C'est un relayeur. C'est un 8. C'est un 8. C'est un 8. Ouais. Je pense que c'est utile aussi de dire ça. Non, mais c'est utile. Tu rigoles, mais parce la que question toute la saison. Parce que il y a un an, on faisait les grilles. Et je te dis, parce que tu as fait les grilles en te basant sur le 4-3-3, et je te dis non mais attends Romain, à partir du mois de septembre on va passer en 4-2-3-1. Tu rigoles là sur le plateau, tu te moques de moi. Et au final ce qui s'est passé, c'est-à-dire que si ça se trouve en septembre prochain on va passer au 4-3-3 vu les formes et les états de certains. On va voir début août. Et donc du coup tu défense à 5 comme ça a marché. Ça peut aussi arriver et tu seras très content d'avoir un Morgan Sanson. Moi j'ajoute qu'il n'est pas seulement polyvalent sur les postes, j'ajoute qu'il est polyvalent dans l'animation. C'est-à-dire que quand tu as un Morgan Sanson en position numéro 10, et c'est pour ça pour moi que je le vois à ce poste-là, tu peux mettre un Payet à gauche parce que dans le jeu, quand Payet reprend dans l'axe, Sanson il est capable d'aller faire l'effort sur le côté, il est capable de créer ce déséquilibre-là, d'avoir une organisation qui tient comme ça, un ensemble. Donc pour moi, oui, et je le vois plus sur ces postes-là offensifs. Pour moi, cette saison, elle est moyenne pour lui. Je pense qu'il pouvait faire beaucoup mieux. La note en témoigne. Le problème, c'est que ses premiers mois étaient très bons à l'Olympique de Marseille et on s'est dit forcément, il est jeune, il a un coffre de fou, il va forcément passer un cap. Il est resté peut-être au même niveau, mais donc pour moi, ça veut dire, j'ai envie de voir le truc du bon côté, je me dis, il va exploser l'année prochaine. Ouais. J'y trouve pas aujourd'hui, si je me projette sur le 11 type de l'année prochaine, malheureusement, et j'adore ce joueur, mais j'y trouve pas de poste par rapport à tout ce qu'on vient de dire, parce que je me dis, est-ce que je vais le mettre à côté de Gustavo si on joue en 4-2-3? Non, tu veux une recrue. Voilà. Est-ce que je me dis, est-ce que je vais le mettre à côté de Payet? Moi, je suis pas d'accord pour décaler Payet à gauche, comme le disait Romain, parce qu'à un moment donné, je trouve qu'il a plus le coffre pour jouer à ce poste-là. Donc, du coup, une fois que j'ai fait tout ça, je me dis, oui, c'est un joueur très intéressant. Voir qu'est-ce qu'on peut nous en proposer. Autant certains joueurs, je te dirais. Il y a certains joueurs, je te dirais veto. Et lui, je me dis, on annonce des prix depuis tout à l'heure. Donc Max, tu sais que quand même, tu gagnes un championnat avec le banc. Ouais. Donc le banc est très important. Je pense que moi, avoir sur le banc un garçon comme Sanson, c'est quand même une valeur sûre, quoi, si tu veux. Alors, voilà. entièrement d'accord avec toi, donc mais après, selon l'offre qu'on peut te faire sur Sanson, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des joueurs qui sont bankable aujourd'hui. Donc après, selon l'offre qu'on peut te faire sur ce joueur-là, si tu veux recruter, vendre un joueur, c'est un fait qu'on verra un petit peu, quoi, parce que si on revient à la question du début sur le problème du budget, quoi. Mais a priori, sur le plan technique, moi, je garderai Sanson. Alors maintenant, s'il y a une belle offre, bien sûr que on va la regarder. Je rejoins Max. Si il faut vendre Sanson parce que grosse offre d'Angleterre ou d'ailleurs, parce qu'on annonce aussi Valence qui requalifie en Ligue des Champions. Ouais, j'écouterai parce que ça peut permettre. Parce que moi, vous me dites grosse offre, je veux les prix à chaque fois pour voir un peu dans votre tête quel est le cheminement. Par définition, c'est minimum le double de ce que tu l'as acheté. Donc 25. Donc tu l'as acheté, Mais c'est 30. Tu as 12, donc si tu as le double de ce que tu as acheté, par définition, je te dis ça parce que, encore une fois, et j'entends ton argument du banc, mais je me dis, est-ce qu'on peut se permettre, pour moi, parce que aujourd'hui je le mets sur le banc, est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui Olympique de Marseille de garder un joueur d'une valeur de 25-30 millions sur le banc? Et par définition, refuser moi je suis joueur du banc, c'est un peu compliqué, quoi. Voilà, donc parce que si après derrière, parce qu'on nous l'a fait l'année dernière le coup, et évidemment je te dis pas que ça va se repasser cette année, mais si c'est pour que à certains postes on ne soit pas vraiment au top, on a parlé de l'attaquant tout au long de l'année parce qu'on n'avait pas les finances, alors à ce moment-là je me dis je préfère vendre de ce côté-là et acheter de l'autre côté. Après, je préférerais vendre Maxime Lopez plutôt que Sanson. Au même prix, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu vas avoir un club qui va venir et qui te dit je mets 25 millions sur la table, c'est soit l'un soit l'autre? Non, je pense pas pour le moment. On aura peut-être des surprises dans ce mercato parce que vraiment là, les prix commencent vraiment à devenir fous. Donc ça c'est l'intérêt aussi d'avoir joué la finale de la Ligue Europa. En plus, t'as montré tout au long de l'année tes joueurs. Kader, tu voulais dire quelque chose? Non, juste, j'étais pas d'accord avec Max parce que
Sanson, il a joué plusieurs postes. Il faut savoir que quand on est joueur, bon, t'es latéral Toi gauche. aussi, t'as joué plusieurs postes. Ouais, non, mais c'est vrai. Et quand t'es latéral, tu regardes tes matchs après, tu travailles que sur ton poste pour progresser et tout ça. Donc déjà, tu sais que tu as des manques. Et lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il a su s'adapter à chaque fois. Et il a su répondre présent. J'ai jamais trouvé médiocre. J'ai toujours trouvé bon, des fois très bon, ou au pire, moyen, correct. Mais tu es entraîneur de l'Olympique de Marseille, tu en fais un titulaire à part entière l'année prochaine. Il va le garder. Hein. Mais est-ce que tu en fais un titulaire à part entière? Tu te dis oui, moi je le veux déjà, lui je le mets dans mon 11 comme je mets un Gustavo. Tu sais, comme il disait Francis, quand tu es entraîneur, voilà, tu as besoin de mecs sur le banc avec une mentalité. Sur avec, voilà, mais donc ça veut dire que pour. Mais je rejoins. Tu as un joueur, voilà, il est peut-être sur 11e et demi, on va dire. Il est 11e et demi. Écoute-moi, quand tu as un Payet qui est quelquefois blessé dans la saison, quand tu as après les autres milieux, en fait, c'est un garçon qui va peut-être faire plus de matchs que tous les autres. Mais n'essayez pas de me convaincre. J'adore Sanson et je veux qu'on le garde. Mais tu penses qu'il y a pas juste que si on a une grosse offre, moi, ce n'est pas un titulaire dans mon 11 de départ l'année prochaine. Donc contre une grosse offre, je le laisse partir. Qui derrière? Tu sais que lui, il peut jouer milieu défensif. Tu sais qu'il peut jouer relayeur. Tu sais qu'il peut jouer. Tu prends qui derrière? La seule vérité, c'est de dire s'il y a une offre de combien elle est. Et là, ça fait réfléchir. Par contre, moi, sur le plan technique, si je suis le coach. Moi, dans le 11, où je dis dans le 13, à 15 millions, je le vends pas. Tu vois, je le garde parce que je suis entièrement d'accord avec ça. Après, tu es compétitif, tu es l'OM, tu es pas sans manquer de respect à d'autres clubs moyens de Ligue 1. Il faut avoir un effectif compétent. Et c'est important des mecs comme ça. Très beau débat, messieurs. Voilà, il y avait deux avis différents. C'est ce qu'on aime, Océan, évidemment. Quand il y a du débat, on passe tout de suite à un poste où ça va être un petit peu. On va pas parler de Payet, mais je pense qu'il a fait l'unanimité. Hein. Vous voulez tous le garder? Tu vas pas avoir une offre pour Dimitri Payet, vu son âge, vu son salaire. Voilà, tu n'auras pas d'offre de toute façon. Donc c'est un homme d'un projet sur plusieurs années. Ça et s'il y en avait une? Et si, allez, on le fait. S'il y en avait une. Je pense qu'il la refuserait. Donc voilà. De toute façon, à moins de le porter, le pousser au départ, et c'est pas. Ça dépend toujours d'où ça vient l'offre. S'il y en avait une, Francis? Ah ben moi, s'il y en avait une, franchement, ça dépend encore du montant, on revient toujours au même niveau. C'est le même qu'on l'a vendu, le petit 30. Mais non, enfin ça arrivera pas. Une offre qui peut s'aligner pour un joueur de son âge, à son âge-là, le club qui va l'acheter, il peut pas l'amortir sur la durée, quoi. Donc c'est vrai que ça paraît difficile. C'est comme Valbuena quand il part en Turquie, il n'y a pas d'indemnité de transfert pour Lyon où c'est 2 millions d'euros. Tu t'alignes sur le salaire. Et là, je suis presque capable de revenir en arrière par rapport à tout ce que je viens de dire, parce que c'est sûr que si tu avais une offre, même avec 25 pour Payet, à ce moment-là, oui. Tu vois, moi je me dis, mon Sanson, je le garde à ce moment-là, je le mets au chaud, je le garde. Messieurs, s'il vous plaît, on essaie de faire une émission. Mais non, mais alors une offre, c'est quoi? Alors, si pour avoir une offre à 10 millions, de toute façon, tu le vendras pas. C'est ce que je te dis, regarde, à des joueurs de son âge, son salaire. Pas débat. On essaie de faire une émission. Si c'est pour dire qu'un tel va être transféré 150, l'autre 240, l'autre. Les gars, on n'est pas au Monopoly non plus. Justement, on arrive à dire n'importe quoi. On arrive à Thauvin, justement, puisqu'on parlait de 100, 150. Non. On s'expliquera après l'émission, mon cher Romain. Je plaisante évidemment. On passe aux ailiers droits. C'est pour la transition. Mais oui, c'était pour la transition, évidemment. Florian Thauvin, notre titulaire, évidemment, au poste d'ailier droit. Vous allez voir ses statistiques. Max a déjà, avant même d'avoir vu les notes, il sait qu'il est 3e. C'est ça. L'expérience des grilles, 5,9. Tiens, c'est la même note que Payet. Il est derrière parce qu'on a les centièmes, les millièmes. D'accord. 74% du temps joué pour Florian Thauvin. Un quart. 26 buts, 18 passes. Voilà, ça fait mal. Costaud, ça. Costos Mitroglou. Voilà, Thauvin, et vous allez voir sa doublure, évidemment. Youssouf Sarri, 2% du temps de jeu, je crois que c'est 116 minutes pour être exact. 4,5, il a, disons-le, il n'a pas été noté sur le match où il fait une passe décisive et où il crée un penalty, voilà, puisqu'il n'a pas joué 30 minutes. C'est ça. Il aurait été mieux noté du coup. C'est ce qui est un peu traître pour lui, parce qu'au final, je crois qu'il est noté que sur un match. Et de mémoire, c'est à Épinal, voilà, en Coupe de France. Son premier match avec c'était difficile pour lui, alors que derrière, voilà, il y a eu par exemple cette rentrée contre Bourg-en-Bresse qui était beaucoup plus intéressante. Et malheureusement, il n'y a pas de note. C'est la petite injustice. On commence sur Thauvin, messieurs, et après on passera peut-être à la doublure, si vous le voulez bien. Thauvin, voilà, pareil, en cas de grosse offre, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a vu le président Hérault qui dit même à 80 millions on le fait pas partir. Qu'est-ce qu'on fait de Thauvin, Max? Tiens, puisque tu es le monsieur qui peut amener les gens à l'aéroport depuis le début de l'émission. De toute façon, de manière générale, je te répondrai quasiment pour n'importe quel joueur.
selon l'offre, je me poserai toujours la question. Après, évidemment, comme le disait Romain tout à l'heure, aujourd'hui, tu as des Rami, tu as des Payet, tu as des Gustavo qui, avec un âge assez avancé, de toute façon, tu n'auras pas de grosse offre, donc il faut les garder. Lui, Thauvin, moi, je serais quand même évidemment de le positionner au centre du projet. Voilà, là, pour le coup, c'est un joueur que je voudrais garder. Mais après, voilà, si on arrive et qu'on te met une somme que tu ne peux pas refuser. Oui, aujourd'hui, on parle plus d'une prolongation de contrat, mais on ne sait jamais. Voilà, Liverpool achète Fekir 70 millions. On est dans ce type de joueur, non ? Par contre, prolongation de contrat, moi, je suis pas fan. Il a prolongé son contrat l'an dernier. Je me dis, bon, tu vois, même si effectivement cette année il a franchi un cap, il a fait encore plus, prolongation de contrat chaque année. Là, du coup, il est lié encore. Voilà, il y a du temps. Si c'est le revaloriser encore une fois, je suis pas forcément pour. Toujours pareil dans l'optique du budget. Il faut mettre peut-être l'argent qui a tenu les cordons de la bourse. Alors moi je pense que Thauvin a fait je pense qu'il a fait une très bonne saison, si tu veux, sauf pour les grands matchs. C'est pas fort. Où on l'a moins vu. Donc ça veut dire qu'il faut encore qu'il ait une petite progression, mais je pense qu'il peut l'avoir. C'est pas, faut qu'il ait une expérience un peu de ces grands matchs. Il peut l'avoir. Maintenant, je pense aussi que, comme Romain, qu'il faut faire un projet autour d'un joueur, quoi. Bon, donc. Sauf à proposition. Alors c'est vrai que si on me dit 70 millions d'euros, je calcule. Mais après, il faut aussi se dire 70 millions d'euros, ok. Quand je les ai dans la caisse, j'en fais quoi ? J'ai qui ? Voilà. Mais tout ça, les techniciens, ils ont travaillé. S'il y a quelqu'un derrière où on dit tiens, là, celui-là, tu peux lui faire confiance, ça fait, etc. On peut pas. Moi, je dis 70 millions, je suis pour. Par contre, je me dis, quelle est la solution derrière ? Si on prend des risques sur une solution et qu'on a, il reste 50 millions dans le tiroir caisse et qu'on ne s'en sert pas, c'est pas la peine. La différence, par exemple, parce que le parcours, la dernière fois que l'OM avait atteint la finale, derrière, on avait vendu notre meilleur joueur, c'était Didier Drogba. La différence, c'est que l'équipe à l'époque reposait sur Drogba, ou quasi exclusivement sur Drogba. Il y avait aussi Fabien Barthez dans les cages. Alors que là, l'équipe ne repose pas sur Thauvin. On l'a bien vu d'ailleurs pour l'élection Romain Dufault-Saint-Dor. Il y avait Thauvin, Payet et Luis Gustavo. Luis Gustavo d'ailleurs en deuxième position dans un mouchoir de poche, donc tu te dis c'est pas non plus là, si tu perds Thauvin face grosse offre, au final t'as un poste à reconstruire, t'as peut-être pas tout à tout à fait, mais après il faut savoir qui dans ce poste, c'est-à-dire qu'il faut anticiper, c'est-à-dire qu'au moment de le vendre il faut connaître quelles sont les solutions qu'il y a derrière. Pour moi, tu as raison, il faut anticiper à ce niveau-là. Ce que je me dis sur Thauvin, c'est que là où c'est clair, là où finalement on a de la chance, c'est que les clubs qui mettent 70 millions, c'est aussi les clubs qui peuvent l'intéresser lui mentalement, c'est-à-dire que lui il va quitter l'OM pour un très très gros, sinon il reste à l'OM, il est très bien à l'OM. Est-ce que l'OM, Romain, est-ce que l'OM peut refuser 70 millions pour Thauvin ? L'OM actuel. Jacques-Henri Hérault a fait une déclaration en disant 80 millions, je crois que c'est possible j'écoute même pas. 80 millions, même si tu veux pas écouter, tes oreilles elles souffrent quand même de force. Comme disait Romain, c'est impossible. Il y a quand même deux paramètres. Il y a le paramètre joueur aussi. C'est-à-dire que si tu as 70 millions et que c'est Liverpool et que le joueur il double son salaire et que lui dit, ça veut dire que le joueur il va venir taper à la porte en disant bon président, qu'est-ce qu'on fait quoi ? Voilà. Donc il y a deux paramètres importants. Je l'ai déjà vécu. Avec qui tu peux nous donner l'anecdote ? C'est Keita, des joueurs comme ça. Quoi. Quelle avait été ta décision ? Non mais par exemple, Sedou Keita, je l'ai déjà dit, il était en fin de contrat. Et il a eu, je veux dire, à la grandeur de nous dire je prolonge un an et je m'en vais. C'est beau ça. Voilà. Donc on a fait des... Et des cas, tu disais Tony Vérel. Tony Vérel, c'est quand il était parti à Lyon. Il avait il a eu une saison un peu. Parce que la saison où on est champion de France, après tous les joueurs ont été, ils ont été sollicités. Quoi. Après, il y en a qui ont plus ou moins, on va dire, d'intelligence, de la tête sur les épaules. Quoi. Bon. Après, il était sollicité par Lyon. Ben, on n'a pas pu le retenir. On a fait le maximum pour avoir la meilleure somme. Mais toujours en se disant que Tony Vérel, il avait marqué des buts. Mais est-ce que c'est pas la saison où il est le meilleur ? C'est ça, et est-ce que l'année prochaine, il va nous faire si on le bloque, il va. Tu dis ça, est-ce que tu penses que c'est la même chose pour Thauvin ? Peut-être. C'est pour ça que je vous dis, voilà, peut-être. Kader ? Au vu de ce qu'il a montré, moi je le garde. Forcément, sur le terrain, il a une aisance technique. Je pose même pas la question. Non, parce que si tu veux tu vas être compétitif, déjà il faut le garder. Et puis si tu le fais partir, tu prends qui derrière ? Ok. Faut voir d'où vient l'offre et puis aussi faut voir dans le temps parce que voilà, si l'offre arrive de but, les transferts du Bayern, de Ribéry au Bayern, c'était fait tôt, on pouvait anticiper. Si Thauvin c'est une offre à la mi-août, c'est non sûr. Doublure, qu'est-ce qu'on fait ? On recrute ou est-ce que on recrute un joueur à droite, un joueur à gauche ?
Est-ce qu'on recrute un ailier qui peut faire droite et gauche? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi j'aimerais un attaquant en fait. J'aimerais un attaquant qui peut jouer sur le côté. Voilà. Pour moi, Karl Toko Ekambi. Voilà, Karl Toko Ekambi à droite, qui peut jouer à droite, qui peut jouer à gauche. Devant. Officiellement, c'est ta doublure de Thauvin, mais en vrai, tu vas aussi pouvoir le faire jouer à gauche, tu vas aussi pouvoir le faire jouer dans l'axe. Voilà, pour moi, un buteur quoi. Voilà, un attaquant de côté qui rentre comme l'était Mamadou Niang quand elle allait le chercher, comme NJ. Voilà. Mais moi, je préfère Karl Toko Ekambi. J'aurais plutôt une surprise, tu vois, un joueur prometteur qu'on connaît pas, mais que voilà, ils sont allés chercher quelque part. Mais non, voilà, ouais, mais bon, après, j'ai rien contre Youssouf Sarri, mais on l'a pas assez vu non plus. C'est le même cas que Roca, lui. Voilà, c'est pareil. Il a joué 4 matchs quand même. 4 entrées en jeu. En Coupe de France. Il a joué, en Coupe de France. On en revient, c'est le problème de la formation. Hein, donc, on en revient à la question qu'est-ce qu'on prévoit de faire rentrer comme joueur? Moi, je peux pas dire s'il a vraiment la qualité pour progresser ou pas. On l'a pas tellement vu. Voilà. Alors ça, par contre, il rentre. Je pense que c'est un joueur qui peut être prêté. Parce qu'il a été vu un peu. Il a été un peu vu. Il peut être prêté et aller en deuxième division. Et c'est un poste offensif. C'est-à-dire qu'un poste offensif, il y a plus de turnover, notamment sur les Ligue 2 et les nationales. Tu prends un joueur offensif en disant, même s'il n'est pas titulaire, il peut rentrer, il peut faire la décision. Et après, il peut basculer la hiérarchie. Alors que Roca, par exemple, qui est arrière gauche, qui est latéral gauche. C'est un plus gros risque. Latéral gauche, c'est les postes où tu as les grognards, tu as les hommes de club, et va chercher à Pau ou quoi que ce soit, le latéral gauche de Pau, je connais pas, mais Youssouf, c'est moins évident. Youssouf, c'est le type de joueur qui peut te mettre le feu en 10 minutes. C'est un joueur assez explosif, très technique, qui sent le foot. C'est un joueur très intéressant. Ouais. Je pense que ça peut être une bonne chose pour lui que de le garder. Non, prêter. Non, de le prêter, qui s'affirme encore un peu plus, qui ait le plus de temps de jeu. Ok, messieurs, on va rester sur les côtés, puisqu'on va passer à gauche. Oui, on dit à gauche, à droite, mais il y a des joueurs qui peuvent jouer des deux côtés. Romain, tu le disais, tu veux une recrue qui peut jouer à droite, à gauche. Donc, on continue cette évaluation des ailiers avec Ocampos, Lucas Ocampos. Peut-être la surprise de cette saison, avec au même titre que Bounassar, par exemple. 65% du temps de jouer, 5,5. Il est 8e des notes, 16 buts et 3 passes. C'est un gros total pour un ailier. Lucas Ocampos et Clinton N'Jie qui fait son apparition également avec sa coupe de printemps. Il est entre Germain et Mitroglou sur sa note de 4,9. Germain est à 5, Mitroglou est à 4,8. 9 buts et 6 passes pour Clinton N'Jie qui a seulement disputé 31% du temps de jeu. Ça fait partie aussi de vos critères d'évaluation. Messieurs, qu'est-ce qu'on fait ? Au revoir Clinton, au revoir Lucas en cas de très grosse offre. Qu'est-ce que vous faites avec ces deux joueurs qui sont... Si je vous avais dit qu'Ocampos, par exemple, ferait une telle saison, vous m'auriez peut-être pas cru en début de saison. Qu'est-ce qu'on en fait ? Tu ne l'as pas dit. Non. Clinton N'Jie, merci Romain. La facilité, c'est de se dire au revoir. Le problème, c'est que c'est facile à dire. Il va falloir attendre des offres. Il a un salaire important. Est-ce que des clubs vont arriver en te disant on rachète Clinton N'Jie, on se met d'accord, lui est d'accord pour y partir? C'est pas évident du tout. Voilà, ça fait partie là on parlait du travail d'un directeur sportif. On en parle beaucoup à Paris avec Antero Henrique. Là, c'est pareil pour Zubizarreta. Lui trouver une porte de sortie dans un West Ham, un Leicester, ça va être du boulot. Tout le monde veut le voir partir, Clinton N'Jie, autour de la table. S'il y en a un qui veut le garder, levez la main, messieurs. Très bien, voilà. C'est clair. Donc porte de sortie pour Clinton N'Jie. Et Ocampos, tiens, on en revient à un joueur qui a 23 ans, on n'est pas sur un vieux briscard, même s'il a un style grinta qui pourrait laisser penser qu'il a 26-27 ans. 23 ans max, qu'est-ce qu'on fait s'il y a une grosse offre sur Lucas Ocampos? Toujours pareil, voilà, grosse offre combien nous on n'entendait pas... Non mais tu serais prêt à le vendre ou il est indispensable pour toi de le Non, conserver? voilà, il est clairement pas indispensable et pourtant il a fait une saison formidable. Après, je pense qu'il ne faut pas se tromper non plus quand on fait l'analyse d'un joueur en fin de saison, puisque c'est le thème des grilles, c'est aussi on regarde ce qu'on attendait du joueur et ce qu'il a fait. Et du coup, sur un joueur comme Lucas Ocampos, on ne peut qu'être satisfait. On n'attendait pas ça et il a fait Alors, vraiment... je vais changer ma question, Max. On voit écrit titulaire en dessous. Est-ce que tu as envie qu'il reste écrit titulaire pour lui la saison prochaine? Donc voilà, je vais répondre simplement à ta question. Non plus. Moi non plus aussi. Donc, priorité de recrutement, si je me suis je pense que Lucas Ocampos, c'est un garçon qui est très généreux,
très généreux et qui dans des matchs nous aide franchement par son niveau de jeu. On a un problème de chaise avec Kader. Non mais tu es très bien comme ça. Reste comme ça. Je parais un peu plus grand. Pendant que Kader répare, vas-y. Donc Lucas, si tu veux. Par contre, je trouve que dès qu'il arrive dans la zone de vérité, il a le cerveau qui s'enflamme, quoi, et qui réagit pas de la même manière. Il y a 16 buts, hein. Non, mais je suis d'accord. Il a fait une très bonne saison. Moi, je reprends ce qu'a dit Max. On ne s'attendait pas à ça. C'est bien, mais je n'avais pas le titulaire de l'année prochaine. D'accord. Mais tu veux le garder ou tu... Je peux le garder dans l'équipe, oui. Ouais. Sauf, bon, encore pareil. C'est vraiment un bon soldat. Donc moi, pour le coup, je le garderai. Parce que je ne pense pas qu'on aurait... Non, tu ne le garderais pas du tout, toi. Non. C'est vrai qu'il a grinta et tout, mais quand on remarque, il récupère souvent des ballons qu'il a perdus. Hein. C'est pas faux. C'est souvent ça. Hein. Et Zambo perd des ballons qu'il a récupérés. Par contre, là où il est intéressant, c'est dans la complémentarité par rapport à Thauvin, où forcément lui, il va bien revenir, bien être dans le bloc équipe. Et Thauvin, peut-être, il va peut-être de temps en temps revenir un peu en marchant. Et tu peux parler aussi de Payet. Hein, c'est là où ça sent, il est intéressant. C'est là où la complémentarité aide, parce que pour moi, Ocampos, oui, il faut l'avoir clairement dans un groupe. Et je vais même aller plus loin que ça. Je reviens sur l'idée de banc. Oui, mais bien sûr, mais dans un groupe au sens large. Et Romain, tu as un rendez-vous? Non, je regardais l'heure parce que je dois contrôler qu'on ne dépasse pas, très bien, mon cher ami. Mais ce que je veux dire, c'est que Ocampos, il est bien aussi dans un groupe, dans l'identité qu'on a de cette équipe. On parle beaucoup de l'amour qu'ont les supporters de l'OM qui se réidentifient à cette équipe. Et je trouve qu'Ocampos, il rentre aussi là-dedans et ça peut devenir un symbole de cette période-là. Maintenant, oui, grosse offre, évidemment, on écoute. Moi, j'ai quand même une petite interrogation. C'est que j'ai eu l'impression qu'il se prenait pour un titulaire à part entière, quoi. Ouais. Avec sa sortie en finale. Voilà. Et que ça, est-ce que ça peut... Parce que, bon, il le sait aussi bien que moi, dans le groupe, c'est très important, la vie du groupe. Hein. Alors, s'il y en a qui commencent un peu à râler dès qu'ils sortent un peu parce qu'ils se prennent plus fort que les autres, après, il va dire il est pas bon celui-là, moi je suis meilleur, etc. C'est un peu bon. C'est pour ça que je l'ai vu sortir un vérifier peu, parce que je pense qu'aussi il va vouloir demander une prolongation de contrat, une augmentation de salaire. Parce qu'il a un petit salaire, hein. Lui il est resté sur son salaire de 2015 où l'OM l'avait fait signer justement parce qu'il était dans ce cadre-là de jeunes prometteurs. Là il va chercher forcément la renégociation salariale. Forte valeur marchande ou pas? Parce que 23 ans, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que ça peut valoir combien? Il reste 2 ans de contrat. On oublie souvent qu'il a 23 ans, c'est très jeune pour un attaquant comme ça. Oui, un club comme l'Inter, un club comme la Lazio peut proposer, c'est un marché forcément, son agent est bien implanté là-bas. Peut proposer, j'aimerais bien avoir la fin, peut proposer combien tu penses? La vingtaine? Non, moi je pense pas non plus. Je pense que c'est entre 10 et 15 mais on dit ça, après c'est toujours pareil. Ils peuvent mettre parce qu'ils ont fait une grosse vente. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de propositions si ce n'est celle de son manager, quoi. On connaît ces joueurs-là. On verra en tout cas les propositions qui arriveront pour les Olympiens. Voilà, donc j'ai bien compris. La majorité d'entre vous garde Lucas Ocampos, mais souhaite quand même un titulaire à ce poste d'ailier gauche. J'ai bon? Moi je ne garde pas, mais... Oui, c'est pour ça que j'ai dit la majorité. On passe aux attaquants. Le dernier débat et il sera forcément brûlant. Allez, le grand attaquant. Messieurs, un peu de discipline, s'il vous plaît, dans le vestiaire. Le grand attaquant, est-ce qu'on l'a eu cette saison avec Valère Germain? La question est posée. 62% du temps joué, 5 sur 10. C'est le moins bien noté de tous les Olympiens qui ont disputé la moitié des matchs. La moitié ou les 2/3? La moitié des matchs. 18 buts, 6 passes décisives. C'est le deuxième meilleur buteur de la saison de l'OM derrière Thauvin. On passe au remplaçant qui finalement a fini peut-être dans la peau du titulaire. 28% du temps joué pour Kostas Mitroglou seulement. 4,8 en note, c'est juste en dessous de Clinton N'Jie pour vous donner un petit point de repère. 13 buts, une passe. Voilà messieurs, est-ce qu'on a un grand attaquant là-dedans? Non, clairement. Est-ce qu'on a un attaquant qu'on a envie d'avoir encore l'année prochaine dans ces deux? Oui, moi oui. Oui, moi aussi. J'ai envie de garder Valère Germain. Ouais. Voilà, parce que moi là c'est forcément après la finale, c'est de bon ton de dire Germain il est nul, de faire des chansons, de faire ce que vous voulez, de le siffler. Alors il n'a pas été sifflé sur son entrée en jeu contre Amiens. Rappelons quand même que les ultras ont scandé son nom. Il a été un peu sifflé quand même. Faut être complet. Oui, il n'a pas été que sifflé. Ah, tu veux dire que c'est ce que je voyais. Il n'a pas été sifflé. Il a été sifflé. Excuse-moi, oui, il a été sifflé, mais son nom a été aussi scandé. Moi Valère Germain, il a mis 18 buts, tu le dis, et fait 6 passes décisives. Mamadou Niang, sa première saison, il en a pas mis 18. Et
Et avec l'Intertoto, la finale de la Coupe de France, on avait aussi joué beaucoup de matchs, donc je pense qu'on s'y retrouve. Oui, il pourrait être meilleur que ça, mais pour moi il reste, et puis surtout on sait jamais ce qui peut se passer avec un autre attaquant. Et tu veux qu'il y ait écrit remplaçant sous Valère Germain quand même? Parce que regarde là, il y a écrit titulaire. Ouais, à voir, ouais, selon l'organisation. On l'a dit à chaque fois, le schéma de jeu peut changer, il peut tirer sa carte, tirer son épingle du jeu dans d'autres formations, pourquoi pas un 4-3-3 ou autre. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que Kostas Mitroglou, je l'ai défendu toute l'année, j'étais là à chaque relance, on est ensemble à vivre les matchs au stade, tu me vois à chaque fois y croire à chacun de ses retours. Là, rien que sur le dernier match, sur ce tir envoyé dans les nuages, sur sa posture, tout ça, je me dis, voilà, on disait tout à l'heure, on parlait de finances. Kader est en train de bouillir là. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'un club comme le PSG, il se plante sur le recrutement de Ressé. On se souvient, ils ont mis 30 millions d'euros sur lui. Ils l'ont envoyé à Las Palmas 6 mois après. Ils ont recruté Draxler encore plus cher parce qu'ils ont les moyens illimités. L'OM, on sait dès le départ qu'on n'est pas dans cette catégorie-là. Donc je ne serai jamais de ceux qui disent qu'il faut lui faire un chèque parce que c'est comme ça que ça se passe. Mais ceci dit, si on peut le vendre, c'est bien. Très bien. Je vois Kader qui n'a pas l'air forcément. Non, ben moi, je serais plus à dire le contraire concernant Kostas. Parce que bon, Mitroglou, il n'a pas eu de préparation. Il est arrivé blessé. Et moi, je serais pour qu'on lui laisse justement une chance de s'exprimer pleinement. Et surtout qu'il arrive d'un autre pays. Donc, déjà, en termes d'adaptation. Il t'a pas déçu, toi? Je pense qu'il en manque de confiance et qu'un attaquant, quand il n'est pas en confiance, c'est très difficile pour lui. Je pense que il a dû subir aussi les moqueries et tout, mais par moments, je trouve qu'il a pesé sur des défenses, qu'il a montré beaucoup qu'il a libéré aussi des espaces pour les autres. Il faut voir ça aussi. Et après, oui, il a raté, il a vendangé quelques actions, mais c'est surtout les signes d'un attaquant en manque de confiance, parce que par le passé, il nous a montré aussi, quand on regarde ses stats en Champions League, où il a marqué pas mal de buts, et il a toujours marqué entre 15 et 20 buts, je crois, dans le championnat portugais. Donc toi, tu garderais plus Mitroglou et pas Valère Germain, si je te suis? Non, je dirais plus que je donne une chance à Mitroglou avec justement une préparation. En tant que titulaire, tu veux dire? Pourquoi pas débuter et pourquoi pas voir après la préparation physique ce que ça donne, parce que il n'a pas eu de préparation, il est arrivé blessé. Ok. Il a signé. Mais tu veux blessé. recruter au poste d'avant-centre? Oui, il faut quand même recruter quelqu'un. Ouais. D'accord. Ouais, moi, si vous voulez, je passe sur le cas de Germain. Germain, c'est quelqu'un qui est adorable. On en ferait son beau-fils pratiquement, quoi. Mais a priori, dans les matchs où c'est un peu physique. Il n'y arrive pas, quoi, je veux dire. Mais c'est quelqu'un qui, dans l'effectif ou dans les matchs, il est capable de marquer des buts. Donc moi, je suis comme Romain, je le conserverai, quoi. Par contre, Mitroglou, c'est vrai, il est arrivé blessé, etc. Mais il a un style de jeu, il prend jamais la profondeur, il joue comme pivot, c'est lourd. Pour moi, je le garderai pas s'il y a possibilité de le vendre, je le vendrai. Il nous manque un vrai buteur, un vrai avant-centre qui perfore, qui prenne la profondeur et qui soit puissant. Voilà ce qui nous manque un peu à nous, parce que sur les côtés, on peut donner des ballons, on a ce qu'il faut. Derrière aussi, on a de la technique, mais il nous manque moi, 8-10, je le vends. Combien? À 8-10, je le vends. Mais moi, c'est pour ça que je dis Mitroglou avec une préparation physique qui repart à zéro. C'est pour ça que, voilà, moi, sur cette saison, j'ai du mal. Parce que j'ai l'impression que, comme tu le disais, j'ai l'impression que c'est quand même un joueur qui pourra pas. C'est pas un joueur qui peut marquer des buts tout seul. Et moi, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai envie d'avoir un attaquant. Alors, évidemment, on va citer Drogba, on va citer mais tu vois, j'ai envie d'avoir un attaquant qui peut finir les occasions sur un bon centre, mais j'ai aussi envie d'avoir un attaquant à un moment donné qui peut prendre le ballon, faire 2 crochets et marquer. Lui, j'ai l'impression que son profil, c'est je suis dans la surface, je suis un buteur dans la surface, mais jamais. Gignac, quand il est arrivé, il n'avait pas ces mêmes problèmes que lui? Ouais, mais Gignac, tu sentais que tu l'avais vu faire. Il était sifflé. Tous les ballons qu'il touchait, il était sifflé. Mais je pense pas qu'il ait ce profil de joueur qui peut faire une diff tout seul. Je pars du principe juste, voilà, on lui laisse une préparation physique, il est plus blessé, on voit ce que ça donne. Après, voilà. Moi, je prends d'avant-centre quand même. Oui, mais il faut en prendre, bien sûr. Ouais. Après, il va falloir faire des choix parce que je veux pas faire le récap du grill à ta place, mais on va recruter un arrière gauche, on va recruter un défenseur central, on va recruter un milieu. Il y a l'épine dorsale qui est hyper importante. Allez, on va faire le bilan. Attends, juste pour dire sur Germain, c'est vrai que je trouve que c'est cruel l'analyse qu'on fait de sa saison, parce que quand même il a planté 18. Alors on reste évidemment sur, comme le disait Romain, sur cette occasion, mais bon, 18 buts et 6 passes pour une première saison, parce que toujours on parle toujours des étrangers, il fallait que ça adapte, mais lui, non, en finale, en dehors de ce but qu'il a manqué, il n'a pas touché le ballon de la tête. Mais je veux dire, de toute façon, il a été battu physiquement. De toute façon, entre Mitroglou et Germain, c'est une question de confiance. Et là, je te rejoins entièrement. Donc à un moment
moment donné, si tu as vraiment un grand attaquant, comme on le réclame depuis l'an passé qui arrive, et que ce soit presque l'un ou l'autre, ça devienne un remplaçant. Et lequel tu garderais face à l'Atlético, quand il est rentré, tu l'as senti, hein. Oui. Tu l'as vu déjà parce qu'il sa tête. il a pu être compétitif de la tête. Mais bon, il a mis ce tir sur la barre de la tête aussi. Mais bon, franchement, je pense que moi, je suis d'accord avec Romain. Si j'ai une offre de 10, je le vends. Il prend pas assez de profondeur. Voilà. Puis il manque de puissance. On va faire un petit bilan si vous voulez bien des grilles. Donc si je vous ai suivi, on prend un arrière gauche, vous me coupez si c'est pas le cas, un arrière gauche, un défenseur central, un milieu de terrain, ça fait beaucoup déjà, un ailier. Plutôt côté gauche, un titulaire parce que vous m'avez dit qu'Ocampos était remplaçant, et un avant-centre titulaire également. En gros, ça fait 4 postes. 5. Non, parce que l'arrière gauche, on a dit qu'on cherchait des opportunités pour mettre en concurrence avec Amavi. Bon. Ouais, 5 quand même. Voire 6-7 parce qu'on se dit tiens, une doublure, machin. Et puis là, je parle de 4. Moi, je parle de 4 vraiment titulaires dès le départ. C'est-à-dire un défenseur central, un milieu, un avant-centre et un côté gauche. Ça peut être le résumé de ces grilles. Et à côté de ça, on sait combien ça coûte, qui on peut vendre. Mais voilà, après c'est surtout voir effectivement qui tu vas vendre, parce qu'on n'est pas à l'abri aussi, on a parlé de Thauvin, on a parlé d'autres. Et c'est là qu'on se dit, on va garder Sanson pour le banc parce qu'on a les moyens de le faire. Mais c'est là donc Sanson deviendra titulaire. C'est là de toute façon la définition même du mercato. Chaque année on est là, chaque année on se dit l'équipe là, on est les années catastrophiques, mais tu vas en prendre 3-4. Et puis c'est bon, et puis c'est jamais ce qui se passe. Parce qu'en fait, cet après, été, en fait, t'en vends un. Mais attention, moi la petite expérience que j'ai fait que il ne faut pas changer 10 joueurs. Il faut garder, si tu veux, il faut 4-5 joueurs qui soient. 4 c'est bien, parce qu'il faut garder l'état d'esprit, quoi. Surtout après cette saison. Voilà. Romain nous a calmé un petit peu en disant les gars, 1, 2, 3, 4, 5. Mais attendez, il me semble qu'avoir fait des talks les années précédentes, toi on disait bon, tu sais quoi, on vire tout le monde. Allez, on vire tout le monde. Là déjà, on prend le truc à l'envers, on en garde 6 quasiment. Donc c'est quand même pas mal, quoi. Sur ça, c'est important, quoi, je veux dire. Il faut capitaliser là-dessus. Je vais trop après, c'est au directeur financier, au président de faire le reste. Exactement. On les salue. On va remercier tout le peuple marseillais qui nous a suivis sur tous ces talks, Romain, cette saison, que ce soit toi ou moi à la présentation. On a pris beaucoup de plaisir à être avec vous toute l'année. Merci à Maxence et Babou également qui étaient là avec nous chaque semaine. Merci à nos invités qui ont été là toute la saison. Ce soir, c'est Francis et Kader. Merci d'avoir été avec nous d'ailleurs, messieurs. Et voilà, merci, on se donne rendez-vous. Merci à la technique aussi. Merci à la technique, évidemment. On peut dire au revoir nous aussi parce qu'on ne sait pas le transfert des consultants, ce qu'on saura l'an prochain. Il y a gros offre, je te cache pas. Voilà. On peut même trop. Merci à Camille Torres et Nicolas Chabert pour cette saison, évidemment. On va de toute façon revenir, Romain, avec les Mercatalks, comme chaque année cet été, évidemment. Puis il y aura le mondial, on verra. Le mondial, voilà. On est là au Phocéen, les transferts, vous le savez évidemment. Je vous remercie d'avoir passé cette saison en notre compagnie et on vous dit à très vite. Salut.